à toutes et tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast consacré aux questions de défense et aux conflits armés, un podcast associé au Rubicon et réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour parler de charrettes blindées. J'ai le plaisir de recevoir l'un des meilleurs spécialistes français sur le sujet, Marc Chassillan, ingénieur militaire, passé par le grand producteur de blindés français qui a été GIAT puis Nexter, désormais consultant indépendant, mais aussi auteur prolifique, notamment d'articles dans le magazine Red, mais aussi de livres, puisque je peux signaler que vous allez publier dans quelques semaines un ouvrage sur le char Leclerc, qui sera donc une suite à un premier qui remonte à quelques décennies désormais, puisque je crois que c'était en 2005 votre premier ouvrage sur le Leclerc. Et il va donc s'agir de parler de chars de bataille, à la confluence entre d'une part une actualité des conflits en cours, où ils demeurent au premier plan, que ce soit en Ukraine ou à Gaza, et d'autre part des perspectives parfois incertaines, notamment lorsqu'on parle de l'avenir des programmes de chars français et européens, sur lesquels je signalais que vous pouvez être très critique et que le fait d'avoir tant travaillé sur les blindés ne vous enferme pas du tout dans un rôle de défenseur ou d'apologiste de ces équipements, puisque vous avez notamment publié il y a un an un article très remarqué dans l'Opinion, où vous ne proposiez rien de moins que la dissolution des régiments de chars Leclerc de l'armée de terre, ce qui a évidemment fait parler et ce dont, je pense, on reparlera aujourd'hui. Donc bonjour, merci beaucoup d'être là et bienvenue dans le Collimateur. Bonjour Alexandre, ravi de partager ce moment avec vous. Alors, première question, et pour vous situer un peu, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas votre parcours et pour pas se contenter de la présentation très succincte que j'ai faite de votre carrière à l'instant, est-ce que vous pourriez commencer par présenter peut-être votre première partie de carrière en quelque sorte, c'est-à-dire d'ingénieur sur ces programmes de blindés, quoi. Comment est-ce que vous êtes rentré là-dedans et qu'est-ce que vous y avez fait ? Alors avec plaisir, bien sûr. Moi je suis diplômé de l'ENSTA Bretagne. Très belle école, dans laquelle je suis rentré en 1982 et dans laquelle j'ai le plaisir de toujours enseigner. Alors un cours très particulier qui est l'architecture mécanique des systèmes d'armes terrestres. Voilà. C'est toujours bien de revenir enseigner à un endroit où on a été élève, on se sent vainqueur de quelque chose. C'est un plaisir et puis on voit bien sûr l'évolution de sa chère école, école à laquelle je suis évidemment beaucoup attaché. Et j'ai vu l'évolution pendant bientôt maintenant 40 ans. Et c'est une très belle évolution. Je suis très fier de ce qu'elle est devenue et j'attends avec impatience les résultats de sa fusion programmée avec l'ENSTA Paris. Et je pense que nous aurons une école dédiée aux techniques de défense qui sera assez unique en Europe et voire dans le monde, avec des spécialités qui ne sont enseignées nulle part ailleurs, comme les constructions navales, la pyrotechnie, l'hydrographie, enfin tout un tas de choses qu'on ne peut pas trouver dans les universités classiques ou dans les autres écoles d'ingénieurs, et ce qui fait sa spécificité avec bien d'autres domaines comme l'électronique, la mécanique, enfin voilà. Donc tout ceci est passionnant. Voilà. Voilà. Mais donc vous n'avez pas choisi ni la pyrotechnie ni les constructions navales, vous avez choisi les blindés. Alors oui, moi j'ai choisi l'armement terrestre parce que j'avais toujours une inclinaison ou une appétence des tout petits pour ce genre de choses. Mais j'adore les avions, j'adore les sous-marins, j'adore les porte-avions. Enfin, je suis un cas quand même pour la psychiatrie moderne. Mais c'est vrai que les blindés, ça a toujours été une de mes passions. Et j'ai réussi, ce qui est quand même rare dans la vie, de transformer sa passion en un métier. Et donc je m'y épanouis depuis 40 ans et c'est un bonheur de tous les jours. Voilà. Et donc une fois vous diplômé, vous êtes entré chez ce grand fabricant de blindés qui était à l'époque GIAT, qui est ensuite devenu Nexter. Voilà. Alors moi j'ai connu toutes les périodes de ce qui est aujourd'hui KNDS France, puisqu'il y a pas très longtemps, nous avons eu un communiqué de la société qui annonçait son changement de dénomination. Et alors moi, je suis rentré tout petit, comme on dit, en sortant d'école, à l'Arsenal. Donc j'ai connu l'AMX APX, donc l'AMX qui est un sigle que tout le monde connaît puisque ça a donné toutes les familles AMX10, AMX30 et AMX40. Ça, je vais juste préciser, donc ça a été les chars pendant très longtemps. Les auditeurs se souviennent qu'on a encore donné, on en reparlera, mais des AMX10 RC à l'Ukraine, et les AMX APX, c'était donc l'acronyme pour les ateliers de Moulineaux et les ateliers de Puteaux, oui. Qui étaient les endroits où on produisait donc ces chars originellement. Absolument, absolument. Donc ça ce sont les années 20, les années 30, avant que les deux arsenaux des Moulineaux et de Puteaux déménagent sur le plateau de Satory.
Voilà. Donc je suis rentré dans cette belle entreprise. Pas dans les années 20-30, mais... Pas dans les années 20-30, dans les années 80. Et je suis, comme tout ingénieur, rentré au bureau d'études. Voilà, donc moi, j'ai fait énormément de bureaux d'études dans ma vie. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'en arrivant au milieu des années 80 à Satori, on était en plein développement du char Leclerc. En fait, à cette époque-là, il ne devait rouler que ce qu'on appelait le mulet système complet, donc c'était même pas encore les prototypes. C'était en fait une sorte de démonstrateur technologique de ce que le Leclerc deviendra par la suite. Donc époque passionnante ou époque évidemment semée d'embûches parce que le Leclerc était à l'époque, et il est d'ailleurs toujours, mais je reviendrai peut-être plus tard, sans doute le char le plus ambitieux qu'on ait jamais conçu à cette époque-là, et qui sert encore de référence 40 ans après à la conception d'un certain nombre de chars étrangers, puisque dans mes nombreux voyages et mes nombreux contacts auprès de constructeurs de chars étrangers, ils m'avouent que leur objectif est de faire à peu près aussi bien que ce qu'on a fait avec le char Leclerc dans les années 80, en termes de performance. Donc pour vous dire à quel point la barre avait été mise très haute dans toutes les performances du char, que ce soit la mobilité, alors évidemment la qualité du tir, qui est ce que l'on reconnaît au premier au char Leclerc, sa protection, sa connectivité, etc. etc. Et à ce jour, le char Leclerc, malgré son âge, reste encore vainqueur de bon nombre de concours, en particulier des concours de tir. Ça reste aujourd'hui le meilleur sniper du monde. C'est celui qui tire le plus loin, le plus précisément et en mouvement. Et cette performance n'est aujourd'hui égalée par aucun char sur la planète. Mais on y reviendra. Enfin, je pourrais vous poser la question plus tard, mais bon, posons-la tout de suite. Du coup, pourquoi est-ce qu'on a si peu réussi à en vendre ? Alors c'est un concours de circonstances que l'histoire. Enfin, l'histoire est capable de nous jouer un certain nombre de tours comme ça. Au moment où nous lancions la production du char Leclerc, le mur de Berlin s'effondrait. Et au moment où le mur de Berlin s'effondrait, l'armée allemande toucher ces derniers Léopard 2. Donc en clair, l'armée allemande avait fait le plein de ces Léopard 2. Elle en disposait de plus de 2200 exemplaires. Et au moment où le mur s'est effondré, il y a eu alors ce que certains poètes ont appelé les dividendes de la paix et l'arrêt de l'histoire. Et de ce fait, l'armée allemande s'est retrouvée avec un stock de chars absolument considérable dont elle ne savait que faire. Et le marché a été littéralement stérilisé par ce qu'on a appelé le cascading, c'est-à-dire les Allemands donnant ou cédant à vil prix un certain nombre de léopards qui étaient dans un excellent état, puisqu'en fait ils venaient d'être produits, donc le plus ancien avait 10 ans, quoi. Et beaucoup de pays se sont trouvés en bonne position pour négocier à bon prix ces léopards, et en fait ça a véritablement stérilisé le marché. Voilà. Et ensuite, quand on s'est présenté avec le Leclerc sur ces... Alors, il restait des marchés disponibles, bien sûr. Et quand on s'est présenté avec le Leclerc, il y a eu soit des refus d'obstacles. Alors ça a été le cas par exemple de l'Afrique du Sud. On a proposé le Leclerc à l'Afrique du Sud, et puis au dernier moment l'Afrique du Sud a annulé le programme. Ça s'est passé aussi en Turquie, où en Turquie nous étions extrêmement bien placés pour faire un char turc à partir des technologies du char Leclerc. Il ne s'agissait pas de vendre le char Leclerc, mais de faire un char turc à partir des technologies du char Leclerc. Et les Turcs, pour des raisons qui leur appartiennent, des raisons politiques, ont dit, bon, finalement, on va faire le char nous-mêmes. Voilà. Donc, encore un échec. Et puis d'autres éléments qui sont plus politiques. On va dire, moi, j'ai eu l'occasion d'aller à Taïwan, vendre le char Leclerc. Les Taïwanais étaient prêts à nous acheter le char Leclerc, mais au dernier moment, on va dire que la porte politique et diplomatique en France s'est refermée. La France avait, je vous le rappelle, livré des frégates et des Mirage 2000 à Taïwan après le massacre de Tiananmen. Et les Taïwanais nous avaient dit, mais vous avez vendu, vous équipez notre marine, vous équipez notre armée de l'air, pourquoi vous équipez pas notre armée de terre? Et nous, on a besoin de chars, et on voudrait le char Leclerc. Et
ils étaient prêts à signer. C'est nous qui, au dernier moment, enfin nous, quand je dis nous, c'est la France, au dernier moment, qui a dit non, la porte se ferme, il n'est plus question de vendre quoi que ce soit à Taïwan. Le marché était assez considérable, hein, puisque les Taïwanais voulaient 400 chars. C'était un. Alors à l'époque, soit à peu près autant que ce qu'on aura fini par vendre aux Émiratis. Exactement. Ouais, exactement. Et c'était un contrat à peu près équivalent aux Émiratis, et c'était. Alors on faisait. Enfin, moi j'avais étudié à cette époque un char particulièrement adapté aux besoins de Taïwan. Donc c'était un Leclerc, bien sûr, mais avec un certain nombre d'équipements supplémentaires que nous avaient demandé les Taïwanais. Donc voilà. Donc on pourrait prendre les prospects les uns après les autres. La Grèce, par exemple, où là on était arrivé premier partout, y compris en prix. Mais les Allemands, au dernier moment, ont fait leur boulot, je dois dire. Hein, c'est-à-dire qu'ils ont été très commerçants et qu'ils ont promis à la Grèce un certain nombre de chars gratuits, ce que nous ne pouvions pas faire. Et du coup, ils ont remporté le morceau. Voilà. Mais enfin, on va pas décliner toutes les occasions, mais on en reparlera après, parce qu'on reparlera de la place du Leclerc dans l'arsenal et dans ce qui se fait en char aujourd'hui. Et c'est tout à fait intéressant. Mais alors, juste pour reprendre un peu depuis le début, j'aurais aimé recommencer peut-être par un effort définitionnel un peu basique, puisque c'est une question qui en fait est réapparue avec beaucoup d'acuité au moment où on a donné des choses, des blindés, des chars 10 certains, donc des AMX-10 RC à l'Ukraine. C'est posé la question de savoir si c'était des chars ou pas des chars. Et donc, la question corollaire, c'est comment est-ce que vous définissez un char de bataille, Marc Chassillan ? Alors, le char de bataille, dans son acception la plus courante, c'est un véhicule de combat chenillé, armé généralement d'un canon de fort calibre. Alors, un canon de fort calibre, ça démarre à, on va dire, 75-90. Protégé par un blindage... par le blindage le plus épais possible permis par la classe de masse dans laquelle on a décidé de l'inscrire. Voilà. Et avec un équipage réduit, c'est-à-dire que ce n'est pas un transport de troupes, il ne fait rien d'autre qu'en fait détruire l'ennemi tout en étant protégé de ses coups. Voilà, on pourrait dire ça. Donc c'est 4 à 6 personnes, c'est pas un VBCI avec plus d'une dizaine de personnes. Voilà. VBCI, c'est un véhicule de combat d'infanterie. Voilà, oui, tout à fait. Donc ça le distingue des autres blindés du champ de bataille, qui sont en particulier blindés d'infanterie, dont le rôle et la mission et la raison d'être est de transporter un groupe de combat, donc de transporter des fantassins qui débarque. C'est-à-dire que le véhicule d'infanterie, c'est l'instrument du combat débarqué. Le char... Le tankiste ne débarque pas. Le char, c'est l'instrument du combat embarqué. C'est-à-dire que le tankiste ne débarque pas pour combattre. Il reste dans son véhicule. Mais alors là, on voit que dans ces critères-là, déjà, par exemple, il y en a un qui manquait à la MX-10 RC, c'est donc la chenille, qui est vraiment un objet de débat très très ancien, très très lourd, donc puisque la MX-10 RC, le RC c'est pour roue canon, donc c'est un char avec des roues qui était plutôt prévu pour aller donc sur des routes. Alors c'était dans le contexte de la guerre froide et de modalités de projection qu'on envisageait pour les envoyer, mais la chenille a fait débat à un moment et voilà, s'est posé la question de savoir si on pouvait faire des chars sans chenille. Peut-on ? Alors des chars sans chenille, ce sont des engins à roues. Et les engins à roues ne rentrent pas dans la catégorie des chars. Alors pour une bonne et simple raison, c'est que c'est la genèse. En fait, le char est né au cours de la Première Guerre mondiale pour résoudre une équation qui était jusque-là insoluble, qui était comment reprendre l'initiative, au sens stratégique du terme, comment reprendre l'initiative et comment faire face à un trio, ce qu'on appelait le trio infernal, qui était le trio mitrailleuse, barbelé, tranchée. Voilà. Trio qui empêchait toute avancée, et donc stérilisation complète de la guerre, du front, voilà. Et guerre d'attrition. Donc guerre d'attrition, on voit ce que ça donne aujourd'hui en Ukraine. Hein. C'est celui qui finalement aura les plus grandes ressources qui finira par l'emporter sur l'autre, hein, tout bêtement. Et le char est né avec des chenilles,
tout simplement parce que c'était le seul train de roulement capable de franchir des tranchées et d'écraser des barbelés. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire avec un véhicule à roues. Donc le char, c'est de manière, consubstantielle, un char ne peut pas être autre chose qu'un engin chenillé, de par sa naissance et de par le rôle qu'on veut lui faire jouer sur le champ de bataille. Un char doit passer normalement partout où les autres ne passent pas, enfin pour faire simple. Alors, vous trouvez des chars plantés, parce qu'on arrive à planter un char, hein, ça c'est pas le souci. Mais disons que cette capacité de ce qu'on appelle la micro-mobilité tactique, c'est-à-dire la capacité de s'affranchir des obstacles, alors soit de passer par-dessus, soit de les écraser, tout simplement, grâce à son poids et à ses chenilles qui sont capables de s'enrouler autour. Cette chenille aussi, elle a pour principale vertu de réduire la pression au sol. Ce que ne peuvent pas faire les véhicules à roues, même avec des dispositifs d'affaissement limité, ou des systèmes de variation de pression de gonflage. Et on voit que sur certains terrains, la pression au sol est quelque chose de tout à fait critique. Et puis... Et donc on peut mentionner, ça permet aussi de faire des engins beaucoup plus lourds, puisque... Voilà, alors j'y viens, c'est que, contrairement à certaines légendes urbaines... colportées par des gens qui n'ont jamais dessiné un char de leur vie, le train de roulement chenillé est plus léger qu'un train de roulement à roues. Voilà. Donc c'est un peu contre-intuitif, parce qu'on associe généralement la masse à la chenille. En fait, les engins lourds sont chenillés, tout simplement parce qu'il n'existe pas de solution à roues pour les porter. Et les engins à roues sont relativement légers, tout simplement parce que la roue n'est pas capable d'atteindre, à performance de mobilité tactique égale, n'est pas capable de porter des masses, des grandes masses, tout en étant suffisamment compacte et suffisamment légère. Donc en fait, la chenille, c'est très léger. Voilà. Mais c'est quelque chose de très contre-intuitif, et je sais que quand je donne mes cours à l'ENSTA sur le sujet, j'ai tout de suite mes élèves qui écarquillent les yeux en disant « Mais monsieur, vous avez fait un lapsus, vous avez dit que Non, j'ai dit non, je suis dans le bon sens. Le train de roulement chenillé est le train de roulement le plus compact et le plus léger, capable de porter des masses lourdes. » Voilà. Et donc, une des raisons pour lesquelles on a des chenilles sur les chars, c'est pour toutes ces raisons, mais aussi une raison donc d'architecture. C'est-à-dire que quand on dessine un char, on essaye de le faire le plus compact possible. Pourquoi ? Parce qu'on essaye de réduire le plus possible les surfaces à protéger, parce que ces blindages sont très lourds, en kilos au mètre carré, si vous voulez, hein, et que moins on a de mètres carrés, et plus le char sera léger, ou à masse égale, il sera plus protégé. Et pour faire un char compact, il n'y a pas d'autre solution que de faire un train de roulement chenillé. Voilà. C'est aussi simple que ça, mais il faut de temps en temps rappeler ces petits basiques, parce que je sais que dans certains milieux, on véhicule un certain nombre de contre-vérités sur les chenillés et sur les roues, et qui font que, évidemment, avec des hypothèses fausses, on risque pas de faire des raisonnements intéressants. Et pour vous titiller un tout petit peu, mais du coup... Quel est l'avantage de la roue ? Quel est le désavantage de la chenille ? Puisque, après tout, c'est l'option qu'on a prise dans un certain nombre d'endroits, notamment la France, de ne plus tellement faire de véhicules chenillés. Donc pourquoi ? Alors, le véhicule chenillé a quelques inconvénients qu'il faut reconnaître. Le premier, c'est que vous avez besoin, pour faire un véhicule chenillé, de composants mécaniques spécifiques. Par exemple, une boîte de vitesse. Une boîte de vitesse de véhicule chenillé, c'est pas une boîte de vitesse de camion qu'on peut bricoler. Bon. Donc ce sont des composants qui sont spécifiques, fabriqués en relativement petite quantité, parce que il n'y a pas le marché civil, si vous voulez. Ce n'est pas dual. Une boîte de vitesse de char, ce n'est pas dual. On ne met pas une boîte de vitesse de char sur autre chose qu'un char. Voilà. Donc forcément, ce sont des productions de petites séries, voilà, ça coûte relativement cher de les développer, et ça coûte relativement cher à l'achat. Donc vous avez déjà un problème de cherté, vous avez un problème de prix. Ça, c'est le premier point. L'autre point, c'est que vous avez aussi il peut y avoir un coût de possession qui est supérieur, c'est-à-dire que le prix au kilomètre parcouru, il est plus élevé sur un véhicule chenillé que sur un véhicule à roues. Ça, c'est aussi vrai.
Hein, tout à fait, c'est tout à fait clair. Parce qu'il y a plus de pièces, donc il y a plus d'usure, plus de choses à changer. Parce qu'il y a plus d'usure, il y a plus de choses à changer. Les durées de vie de certains composants chenillés, comme par exemple la chenille, hein, tout simplement, elle peut être inférieure d'un facteur 2 ou 3 à la durée de vie d'un pneu. Hein, tout simplement. Et donc il faut la changer. Alors il faut la changer plus souvent et en plus elle coûte plus cher. Bon, alors donc du coup, ce qu'on appelle le MCO, c'est-à-dire le maintien en condition opérationnelle, est plus élevé. Voilà. Donc voilà ce que l'on peut dire. À l'inverse, le véhicule à roues, eh bien, on peut trouver des composants mécaniques. Alors je reviens sur ma boîte de vitesse. Une boîte de vitesse automatique pour un véhicule blindé, c'est quelque chose qui est presque dual, c'est-à-dire on peut le trouver dans les gammes civiles. Sans trop de problèmes. Les pneus, c'est des pneus de véhicules spéciaux, donc alors, ça peut être cher quand même. Je précise que ça peut être cher quand même. Je sais, je me souviens des réactions un peu courroucées de l'état-major quand ils avaient appris le prix du train de roulement d'un VBCI. Les 8 pneus du VBCI ne sont pas spécialement donnés parce que ce sont des pneus très spécifiques. Ça coûte combien ? Ça coûte cher. Okay. Ça coûte cher. Si vous voulez, c'est pas les gens s'attendaient à ce que ce soit le prix d'un pneu de camion. Non, c'était pas le prix d'un pneu de camion. C'était beaucoup plus que ça. Voilà. Vous pouvez pas nous donner un ordre. Là, c'est de la pure curiosité, mais non. L'autre aspect, c'est un aspect de mobilité, on va dire opérative ou stratégique, qui fait que d'un strict point de vue technique, un véhicule à roues, sur route, ça peut rouler beaucoup plus vite qu'un char. Alors ça, on est tous d'accord. Aujourd'hui, pour tout un tas de raisons dans lesquelles il serait fastidieux de rentrer, un char, on va dire que pour assurer un engrainement correct de la chenille sur le barbotin, c'est bien de ne pas dépasser 75 km/h. Bon, après, on a des problèmes de centrifugation, enfin bref. Bon. Un véhicule à roues, il n'y a pas de limite, hein. Un véhicule à roues, on peut monter à 120, 130 km/h. C'est juste une question d'étagement de boîte de vitesse et de chevaux à mettre dans le moteur. Mais on peut très bien rouler avec un véhicule à roues à très haute vitesse. Alors, après, on limite forcément la vitesse des véhicules à roues, mais prenez la gamme Scorpion, qui est la gamme des véhicules à roues dont se dote l'armée de terre. Ce sont des véhicules qui, sans problème, en vitesse de pointe, atteignent 90, voire 100 km/h. Donc, si vous voulez, pour se déplacer, ce qu'on appelle la mobilité opérative. La mobilité opérative, c'est ce qui permet à un dispositif de basculer d'un point à un autre du front. Si vous empruntez les routes, avec des véhicules à roues, théoriquement, vous irez plus vite. C'est tout à fait clair. Ça implique donc qu'il y ait des routes et qu'on puisse les emprunter sûrement. Ça implique qu'il y ait des routes ou des chemins carrossables ou des terrains favorables. On peut très bien faire du hors-route. Si le terrain est dur et plat, vous roulez très vite avec un véhicule à roues. Ça ne pose évidemment aucun problème, mais on l'a démontré à de multiples reprises. Voilà. Après, il y a d'autres critères qui rentrent en jeu. La vulnérabilité. Les véhicules à roues ont un train de roulement évidemment extrêmement vulnérable puisque c'est un train de roulement en caoutchouc. Voilà, la chenille, c'est de l'acier. Donc, on ne sait pas percer une chenille, on sait percer un pneu. Les pneus sont très fragiles sur certains terrains. On l'a vu en Afrique en particulier. L'armée française a des retours d'expérience un peu malheureux sur le sujet. Dès que vous roulez dans des terrains avec des pierres coupantes qui coupent comme des rasoirs, en fait, vos pneus sont complètement lacérés et vous bouffez du pneu, à longueur de journée. Ou alors si vous vous trouvez en Ukraine avec un endroit où il y a un peu de ferraille dans le sol. Avec un peu de ferraille dans le sol, j'ai vu dernièrement des vidéos très intéressantes où les Ukrainiens sèment des clous sur les routes à l'arrière du front russe pour percer les pneus des camions de ravitaillement. C'est radical, hein, parce que les espèces de tétrapodes à pointe que les Ukrainiens bricolent lacèrent littéralement les pneus et le pneu au bout de 200 ou 300 mètres, il est complètement désorganisé. Vous vous retrouvez avec une bande de caoutchouc sur le sol. Donc il n'y a pas cette vulnérabilité avec les chenilles. Les chenilles, ça écrase les clous. Hein. Bon, donc, vous n'avez pas cette et ça écrase les cailloux, et ça écrase les rochers, et ça écrase tout ce que vous voulez. Donc, il n'y a pas cette vulnérabilité. Donc, à chaque fois, si vous voulez, le choix entre la chenille et la roue doit être pesé à l'aune de ces critères qui sont qu'est-ce que je veux. Alors, quelle est la mission de mon véhicule ? Sur quel terrain ?
Et en fonction de ça, et puis surtout quel argent je veux mettre sur ce programme, et en fonction de ça, vous choisissez les roues ou les chenilles. Moi, ce que je peux regretter aujourd'hui, parce que j'ai quand même un regret, c'est que la chenille soit systématiquement écartée de tous les programmes. Voilà, et ce depuis pratiquement 30 ans, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une sorte de... Alors, je ne sais pas comment qualifier ça, je ne sais pas si c'est un dogme, une religion, enfin, c'est très particulier, et c'est très particulier à la France et à l'armée française, qui fait qu'il y a un rejet systématique de la chenille. On peut mentionner que dans toute la gamme Scorpion, ce sont tous des véhicules à roues. Bon, il y a le Leclerc modernisé qui lui a des chenilles, mais c'est des vieux Leclerc quand même. Oui. Il n'y a que des véhicules, il n'y a que des véhicules à roues, et on peut s'étonner de ce choix, surtout quand on voit par exemple nos voisins italiens qui viennent de lancer un programme de 1000 blindés, dont ils ont déjà dit qu'ils seraient chenillés. Hein, ce sera une grande famille de véhicules. En fait, c'est leur Scorpion à eux, si vous voulez, enfin, pour faire simple. Mais les Italiens ont choisi la chenille. Bon, alors bien sûr, nous sommes cernés par les pays qui ont choisi la chenille. Hein. Les Espagnols ont des chenilles, les Italiens ont des chenilles, les Allemands, bien sûr, les Britanniques, les Scandinaves, eux, de toute façon, ne peuvent pas faire autrement, parce que dans 1 mètre de neige, même avec des chenilles, avec des chaînes autour de vos pneus, vous ne passez pas. Et donc, en fait, on est un peu une sorte d'île au milieu d'un océan de chenilles en Europe. Et quand on aura des routes dégagées, on ira beaucoup plus vite qu'eux. Alors, la deuxième partie peut-être de définition sur laquelle j'aurais aimé m'attarder un tout petit peu, c'est l'autre extrémité, c'est ce qui tire. C'est-à-dire, c'est la tourelle. Alors, vous avez dit, il faut un certain calibre. Alors, je ne sais plus, vous avez dit 75 ou 90. Mais ma question, c'est aussi les capacités, parce que ça pose la question de la différenciation avec les pièces d'artillerie, notamment des pièces d'artillerie qui, elles aussi, peuvent être à chenilles, peuvent elles aussi être très blindées. Et d'ailleurs, il y a plein de pièces d'artillerie en Russie et ailleurs qui ont été faites avec des caisses de chars. Simplement, on a mis un tube différent dessus. Donc, comment est-ce qu'on distingue le char d'une pièce d'artillerie bien blindée et mobile, quoi, et à chenilles? Le char, c'est l'instrument du combat à vue. C'est l'instrument du combat direct. C'est-à-dire que, comme les chevaliers du Moyen-Âge, on se cogne, on se rentre dedans. Voilà. Alors on essaye de retarder l'échéance où les lances tapent les boucliers, et c'est pour ça qu'on essaie de donner de l'allonge à nos chars, en les dotant de moyens de vision les plus performants possibles, en les dotant de conduites de tir qui permettent de mettre au but loin et du premier coup. Ça veut dire quoi, loin maintenant ? Loin, sur un terrain plat complètement dégagé, comme pouvait l'être le désert d'Irak au moment de la guerre du Golfe, ça peut aller jusqu'à 3000-3500 mètres sans aucun problème. Après, évidemment, si vous êtes à Gaza, c'est 200 mètres. Évidemment. C'est ce qu'on appelle l'intervisibilité sur les champs de bataille. Mais le char est l'instrument du combat direct. Et en fait, ce qui dicte finalement le calibre du canon, en fait, sa puissance, parce qu'en fait, quand on parle de calibre, on parle de puissance, c'est la capacité pour le char de défaire le char ennemi. Donc il y a une course, alors c'est une course glaive-bouclier tout à fait classique, qui fait que les calibres des chars sont passés... alors au début de la Seconde Guerre mondiale, le calibre des chars c'était 37, hein, en moyenne. Bon. À la fin de la guerre, c'était plutôt 90. Après la Seconde Guerre mondiale, on est passé à des calibres 105, 115... 120, 125. Pour avoir une idée, 105 c'est la MX-10 RC, 105 c'est la MX-30. 105 c'est la MX-30, hein, d'abord. On parle de char, donc si on parle de char, c'est la MX-30. Hein, c'est la MX-30, c'est le Léopard 1 allemand, c'est le M60 américain. Voilà, c'est tous ces chars qui ont été conçus au tournant des années 60 et qui n'ont été retirés du service que dans les années 80 et 90. Ensuite, on est passé au 120 mm. Alors, pourquoi on est passé au 120 ? Alors, chez nous, 120, chez les Russes, 115 puis 125. C'était tout simplement pour percer les blindages qui devenaient de plus en plus épais chez l'adversaire. Et dans les années 90, on imaginait même passer en 140 mm dès les années 90.
parce qu'on se faisait une idée, alors peut-être un peu exagérée, de ce qu'étaient les blindages du futur char soviétique, donc on l'appelait le FST, Future Soviet Tank, et on se disait qu'avec le 120 mm, ça passerait pas, en fait, ce serait un peu juste, et donc on avait commencé à concevoir des canons de 140. Et il se trouve que le canon de 140 a été abandonné parce qu'en fait les Russes n'ont jamais donné naissance à leur fameux FST. Ils sont restés avec leur char de l'époque, si j'ose dire, et qu'on voit toujours en Ukraine d'ailleurs, qu'on voit toujours, ce sont les T-72, les T-80, T-90. Mais il y a de nouveau plus qu'une réflexion, puisqu'il y a des réalisations dans le domaine des canons de char avec des calibres beaucoup plus importants. Rheinmetall a proposé il y a 5-6 ans maintenant un calibre 130. Et Nexter, KNDS France maintenant, a montré l'Ascalon, qui est un calibre 140, qui est en fait le canon de 140 qui avait été conçu dans les années 90, mais remis au goût du jour avec des technologies d'aujourd'hui, etc., etc. Donc il y a toujours cette course entre le glaive et le bouclier. Et alors on imagine que ces canons de 130 ou 140, qui rentreront peut-être en service sur les générations de chars futures, seront destinés en fait à défaire la nouvelle génération de chars russes, qui pourrait être le T-14 Armata, qui a été présenté maintenant il y a quelques années, ou un char chinois dont on sait qu'il est en gestation, ou un char iranien, ou voilà. Enfin, on peut toujours imaginer tout un tas d'adversaires potentiels. Il n'y a que les limites de l'imagination. Alors là, on a posé un peu le cadre de ce qu'est un char et de ce que ça peut, et de là où ça s'arrête aussi, d'un point de vue de nomenclature. Bon, j'aurais aimé maintenant passer un peu à ce qu'on voit des chars aujourd'hui dans les combats contemporains. Alors, on va évidemment parler de l'Ukraine polariste, mais avant tout, il y a un conflit dont on parle très peu, alors que ça a été un peu le coup d'envoi du retour vers la haute intensité. C'est le conflit du Haut-Karabakh. Où là, il y a eu des chars, c'est pas les chars qui ont attiré la lumière, c'est plutôt les Bayraktar, etc., et l'aviation, mais on a vu des chars quand même, et on en a vu les limites. Et alors, au Haut-Karabakh, qu'est-ce que vous avez vu, et qu'est-ce que ça nous a appris sur l'emploi des chars dans un conflit de haute intensité comme ça ? Alors, ce qu'il faut retenir du Haut-Karabakh, mais ce qu'il faut retenir de tout ce qui s'est passé à côté, parce qu'on a aussi très peu parlé de la guerre au Tigré, en Afrique, dans la Corne de l'Afrique. On n'a pas beaucoup parlé de la guerre au Yémen. On n'a pas forcément beaucoup parlé de ce qui s'est passé et de ce qui se passe toujours en Syrie ou en Irak. Et donc, avant que cet événement majeur de l'invasion ou de la tentative d'invasion de l'Ukraine par la Russie se passe et que le 7 octobre se passe aussi du côté d'Israël, en fait, les chars étaient en action partout. Alors, on voit des chars partout. En fait, dans tous ces conflits, malheureusement, l'actualité ne s'y intéresse pas trop, ou ne s'y intéressait pas trop. Il y avait des chars. Et alors ils étaient utilisés de diverses façons, plus ou moins bien, avec plus ou moins d'habileté, avec des tactiques qui n'étaient pas forcément très raffinées. Mais il y avait des chars partout. Et des chars de toute génération. C'est toujours ça qui est intéressant avec les chars, c'est qu'il y a un niveau infini de complexité, de capacité opérative qu'on peut atteindre, mais il reste qu'un char, même très mal employé, quand il n'y a pas de char en face, ça marche quand même très très bien. Alors ça marche d'autant mieux que vous êtes finalement dans un environnement protégé, parce que même si vous utilisez un vieux T-55, ce qu'on voit régulièrement au Yémen ou au Tigré, il y a encore des T-55 qui sont utilisés. Il y en avait en Afghanistan. En fait, les gens n'utilisent pas le char comme on pourrait l'employer tel un objet de cavalerie, c'est-à-dire un objet de conquête, de duel et de bataille interarmes. Mais en fait, ils utilisent ça comme canon mobile. Voilà. En fait, un char, c'est très pratique pour déplacer un canon. Parce qu'il passe partout. Il est précis quand il tire. Vous êtes protégé quand vous tirez.
ce qui n'est pas forcément le cas avec tous les canons d'artillerie, surtout les canons d'artillerie tractés, où les servants sont tout autour du canon et assez vulnérables. Et effectivement, ce que l'on note dans toutes ces guerres, c'est que le char n'est pas utilisé dans la fonction pour laquelle il a été conçu au départ, qui est le combat mécanisé interarmes avec l'infanterie portée, avec soutenu par l'artillerie, etc., etc. Non, en fait, les gens l'utilisent de manière la plus simple du monde, comme canon mobile. Voilà. Et alors, ils font de ce qu'on appelle de l'appui d'infanterie, c'est-à-dire en fait le char dégage les obstacles, réduit les positions ennemies qui peuvent se trouver devant pour permettre à l'infanterie de les conquérir. Et puis, ce que l'on observe beaucoup en Ukraine, c'est que les chars se transforment aussi en canons d'artillerie parce qu'ils font du tir indirect. C'est-à-dire en fait que le char tire sur une cible qu'il ne voit pas. Ce qui est, comme vous nous l'avez expliqué à l'instant, c'est pas son rôle. Ce qui n'est pas du tout son rôle. C'est normalement, ça c'est le rôle des mortiers, c'est le rôle de l'artillerie, ça peut être le rôle des drones maintenant, enfin des drones ou des munitions téléopérées, parce que c'est le tir indirect. Et en fait, l'Ukraine est un immense champ d'expérimentation pour le char dans un rôle d'arme d'appui indirect et de tir indirect ou de tir hors de la vue, on appelle ça le tir hors de la vue ou le tir au-delà de la vue directe. Et on voit les chars ukrainiens et même les chars russes, puisque les Russes ont rameuté des stocks de l'Oural ou de Sibérie, Dieu seul sait où, des vieux T-55 et des vieux T-62 qu'ils n'utilisent pas du tout sur la ligne de front pour percer les lignes ukrainiennes. Non, ils les utilisent finalement pratiquement comme blocos à l'arrière du front et ils font du tir indirect. Alors pour ça, ils se sont dotés d'un certain nombre de choses extrêmement simples, c'est-à-dire des petits calculateurs balistiques qui tournent sur un portable, sur un smartphone, sur une tablette. Vous rentrez l'étape de tir et puis vous avez fait exactement la même chose que dans un calculateur balistique. Ils ont des niveaux, ils mettent des niveaux sur la culasse du canon pour bien s'assurer de l'horizontalité et de la verticalité du tube. Et moyennant des drones qui s'assurent du ciblage et de la reconnaissance des cibles, eh bien ils font du tir indirect. Voilà. Alors ça c'est vraiment quelque chose de très nouveau. Alors c'est du gâchis, tout à fait entre nous. Utiliser un char, c'est beaucoup moins précis qu'une pièce d'artillerie. C'est moins précis qu'une pièce d'artillerie, évidemment. Quoique. Ça dépend des projectiles que l'on tire. Pas des projectiles que l'on tire. C'est vrai que si on utilise des tubes de char rayés, le tube de char rayé est quand même à longue portée un peu plus précis qu'un tube de char lisse, qu'un tube de canon lisse, pardon. Mais c'est très intéressant. Ça, je vais vous expliquer pour ceux qui n'en seraient pas familiers. Un canon rayé, c'est un canon qui a donc des rainures sur l'intérieur de l'âme du tube, ce qui permet de connaître la rotation. En fait, la vitesse de rotation de l'obus, et avec la vitesse de rotation de l'obus, quand elle est précise, on a beaucoup plus de précision que sur un tube à âme lisse, où en fait la rotation de l'obus est un peu inconnue, ce qui n'est pas très gênant à courte portée, ce qui est plus gênant quand on est en tir parabolique à longue portée. Oui, alors ce qu'amène précisément le tube rayé, c'est ce qu'on appelle la gyrostabilisation, c'est-à-dire qu'en fait le fait de faire tourner l'obus dans le ciel le stabilise, c'est le principe de la toupie, ou le principe du gyroscope. Et donc ça donne beaucoup plus de précision dans la trajectoire de l'obus. Ce que l'on n'a pas bien sûr avec un canon lisse où l'obus ne tourne pas sur lui-même et donc il n'est pas stabilisé en rotation. Il faut le stabiliser au moyen d'empennage aérodynamique, qui sont forcément un peu plus moins précis. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc dans tous les conflits pré-ukrainiens, disons, on a vu donc toujours des chars, puisque des chars, il y en a beaucoup et que ça marche assez bien dans un certain nombre de contextes et ça sert toujours assez bien aussi à gagner du terrain, mine de rien, même si c'est pas par des manœuvres extrêmement sophistiquées. Et là, donc, est arrivée l'invasion de l'Ukraine, avec... Il y a tellement de choses que ça a révélé, c'est-à-dire... Si j'y pense et si on le reprend chronologiquement, dans la première phase de l'invasion, ça a révélé, alors déjà l'importance des chars, il y avait plein de chars, les Russes en avaient plein, mais ça a révélé par exemple l'importance de la logistique pour les chars, et le fait que c'était des chars qui se projetaient manifestement au-delà de capacités de soutien qui sont fortes, et c'est pour ça qu'on les a vus tomber en panne, notamment à l'arrivée vers Kiev, quoi.
Oui, alors il y aurait tellement à dire, il faudrait faire 3 émissions sur on peut faire ça. Sur l'Ukraine et sur les rétextes de l'Ukraine et les déboires russes en matière d'emploi du char. Ce que l'on peut dire, c'est que les pertes russes en matière de chars, mais pas qu'en matière de chars, parce que on s'est beaucoup concentré sur les pertes de chars. Alors évidemment, ça permettait d'alimenter un certain nombre de positions ou de partis pris sur le char ne sert à rien, regardez à quelle vitesse on peut les détruire, avec quelle facilité on peut les détruire. Ça n'est pas le propre du char. En fait, l'Ukraine est un véritable massacre de blindés de toute catégorie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les chars qui trinquent. Toutes les catégories de véhicules trinquent. Les derniers chiffres que l'on a là venant des sources ouvertes montrent qu'aujourd'hui, au bout de 2 ans de conflit, il y a à peu près 15 000 véhicules de tout type qui ont été détruits des deux côtés. 15 000. Sur ces 15 000, il y a 3 000 chars. Donc ça veut dire qu'il y en a 12 000 autres. Bon. Et ils ont été détruits à peu près de la même façon, ou avec les mêmes méthodes, ou avec les mêmes armes qu'ont été détruits les chars. C'est-à-dire ils ont été détruits massivement par l'artillerie. L'artillerie, même un simple obus explosif est capable de générer énormément de dégâts sur un char s'il explose près. Voilà. L'effet de génération d'éclat et l'effet de génération de souffle, même un char qui est plutôt costaud, enfin qui est dans la catégorie des blindés, il est supposé être le plus costaud, ça lui fait très mal. Voilà. Donc il n'y a même pas besoin de faire des projectiles extrêmement sophistiqués. Un tir de concentration d'obus explosifs provoque beaucoup de dégâts dans une formation de char si elle n'est pas étalée, si elle n'est pas bien répartie sur le terrain et si elle est très concentrée. Donc ce qui est arrivé aux Russes, les Russes, quand on a vu cette colonne stupide de 60 km de véhicules blindés se dirigeant vers Kiev au début de l'offensive russe, on s'est dit mais c'est pas possible, les Russes ont perdu toute notion de tactique, ont perdu toute notion d'enveloppement, le classique fixé débordé, je profite du terrain pour me cacher, pour évoluer, pour tirer, pour observer, enfin les basiques du char du combat de char. On avait l'impression qu'ils avaient tout oublié et qu'ils allaient rentrer. Moi, l'impression que j'ai eue quand j'ai vu ça, j'ai dit mais ils ont dû voir les images de 1938 de l'armée allemande rentrant en Autriche au moment de l'Anschluss et où les Autrichiens les accueillaient avec des bouquets de fleurs et des saluts nazis. Et donc ils sont rentrés évidemment en colonne formée sur les routes sans prendre. Enfin, c'était pas une guerre quoi. Enfin, c'était une balade. Voilà. Bon. Et j'ai l'impression que les Russes ont confondu la balade touristique en Ukraine et la guerre. Et ils se sont fait laminer. Ils se sont fait laminer parce que les Ukrainiens les attendaient. Voilà. Mais là où c'est aussi intéressant, c'est que vous avez mentionné ces chiffres de chars détruits. On peut mentionner qu'il y a eu aussi beaucoup de chars perdus qui n'ont pas été détruits, notamment dans ces premiers temps. C'est-à-dire c'est des chars qui soit été endommagés et très rapidement abandonnés, soit même pas d'ailleurs endommagés jusqu'ils tombaient en panne. Et qui a aussi été abandonné. C'est d'ailleurs comme ça que les Ukrainiens ont récupéré beaucoup de chars au début. Pendant longtemps, la Russie a été le premier fournisseur de chars de l'Ukraine. Mais donc, ça montre bien aussi toute une dimension à laquelle je faisais référence tout à l'heure. En fait, derrière un char, il y a toute une chaîne pour lui permettre d'avancer, quoi. Oui, alors derrière un char, il y a effectivement toute une chaîne logistique. Il faut savoir que c'est en fait, quand vous regardez les consommations et les besoins logistiques d'un corps d'armée complet, qui possède de l'artillerie, de l'infanterie, des chars, des unités de reconnaissance, des drones, des hélicoptères, enfin tout ce que vous voulez, le premier consommateur de logistique d'un corps d'armée, c'est l'artillerie. Parce que le poids des munitions, la masse des munitions, c'est ce qui quasiment dimensionne votre chaîne logistique. En matière de munitions, ce qui dimensionne votre chaîne logistique en matière de carburant, ce sont les hélicoptères et les chars. Ce sont les 2 plus gros consommateurs de carburant. Et ce qui consomme le plus de réparations et de pièces de rechange, ce sont les chars. Voilà. Donc, dans une chaîne logistique où vous avez une chaîne de ravitaillement avec des munitions, du carburant et des pièces de rechange, tout n'est pas consommé par les chars. Le gros consommateur de munitions en tonnage, c'est l'artillerie. Les gros consommateurs de carburant, c'est les hélicoptères et les chars. Et les gros consommateurs de pièces de rechange, ce sont les chars. Voilà. Donc effectivement, vous devez dimensionner une chaîne logistique pour vos chars
de manière, j'allais dire, généreuse, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être chiche quand on dimensionne une chaîne logistique pour des chars, ça c'est clair, tout le monde le sait, et depuis le début que les chars existent. C'est d'ailleurs une des premières réticences de certaines armées à s'être débarrassées de leurs chars. Il y a des armées qui, au tournant des années 90, se sont débarrassées de leurs chars. Vous prenez l'armée belge ou l'armée hollandaise, l'armée canadienne, à un moment donné, ce sont des armées qui se sont dit, mais finalement, la menace soviétique n'existe plus, vers qui allons-nous tourner nos chars ? Personne, donc on s'en débarrasse. Voilà. Une des premières raisons de cette mise de côté des chars, ça a été que quand vous mettez de côté vos chars, vous vous débarrassez aussi d'une grande partie de votre logistique, qui coûte fort cher. Voilà. Et donc toutes ces ressources, parce qu'à la fin tout ça c'est une bataille des ressources, ces ressources vous les mettez ailleurs. Voilà, vous les mettez sur l'infanterie, sur l'artillerie, sur l'aviation, sur la marine. Enfin, après, tout ceci, ce sont des arbitrages au niveau budgétaire et au niveau d'un ministère de la Défense. Mais vous les mettez ailleurs et vous ne les mettez pas là. Donc, en fait, l'absence de chars, entre guillemets, vous soulage d'un certain nombre de poids. Et ces poids, c'est surtout du MCO et de la logistique. Ça, c'est vrai, il faut le dire. Mais alors, l'Ukraine nous a montré aussi, d'ailleurs, on a eu l'impression qu'elle nous montrait l'extrême vulnérabilité des chars, en tout cas dans certains contextes. Alors ça a été toute la grande période de frénésie, notamment médiatique, sur les javelins, donc ces missiles d'origine américaine, et sur leur capacité à détruire des chars, parce que c'est des missiles top attack, etc., donc qui piquent vers le ciel et qui sont capables de redescendre sur la tourelle, c'est-à-dire la partie moins blindée. Ça, c'était les premiers temps. On a beaucoup fait sur les javelins. Désormais, on parle beaucoup des drones. Notamment des drones à FPV, donc des drones... D'ailleurs, c'est tout à fait intéressant, parce que j'écoutais récemment un podcast de War on the Rocks qui remarquait très bien qu'il y a un effet de source énorme là-dessus, c'est-à-dire on voit beaucoup des vidéos de drones qui réussissent à détruire un char. On voit jamais les vidéos de drones qui échouent complètement à mettre hors de combat un char, parce qu'il y en a aussi beaucoup, en fait, où les drones s'écrasent à droite à gauche. Mais donc, qu'est-ce que, 2 ans, un peu plus, de guerre en Ukraine a appris, ou d'ailleurs peut-être que ne nous a rien appris du tout, sur cette vulnérabilité des chars dans ce contexte de haute intensité? Alors là, il faut être un petit peu historien de la chose blindée pour rappeler que dans une guerre de haute intensité, on perd tout beaucoup, en grande quantité, quelle que soit la nature du système d'armes. Alors on perd des chars, oui, mais enfin on perd aussi tout le reste, quoi. Hein, voilà. Simplement pour rappeler que au cours de la guerre du Kippour, qui n'a duré que 3 semaines de combat, à peine, 20 jours, 3000 chars ont été détruits. C'est-à-dire que pendant 3 semaines de guerre du Kippour, on a détruit autant de chars qu'au cours des 2 ans de la guerre en Ukraine. Il faut quand même ne pas l'oublier. On a perdu pendant la guerre du Kippour, je parle tout belligérant confondu, aussi bien les pays arabes qu'Israël, on a perdu 500 avions de combat en 3 semaines. Vous imaginez une armée de l'air perdre 500 avions de combat en l'espace de 3 semaines? Voilà, c'est 2 fois et demi la dotation de l'armée de l'air. Hein. On dit autrement, c'est 2 armées de l'air et demi qui ont et de l'espace qui ont disparu en 3 semaines. Voilà, ça c'est juste la guerre du Kippour. Quand on regarde la guerre Iran-Irak, alors moi je suis... je pense qu'une des meilleures comparaisons que l'on peut trouver aujourd'hui pour dire ce qu'est la guerre en Ukraine, c'est la guerre Iran-Irak. En fait, la guerre d'Ukraine, c'est quoi? C'est la guerre Iran-Irak numérisée avec des drones. Mais pour le reste, il y a des ressemblances extrêmement troublantes. Et la guerre en Irak, la guerre Iran-Irak, qui a duré 7 ans, pas loin de 7 ans, donc une guerre d'attrition, une guerre de tranchées, une guerre de position, une guerre de grignotage, une guerre dans laquelle l'arme du génie a eu un rôle absolument fondamental, puisque les 2 armées s'étaient quasiment enterrées et dans des positions qui étaient bétonnées, très fortement défendues. Les Irakiens sont même allés jusqu'à construire un canal pour empêcher les Iraniens de passer. Donc pour vous dire l'effort qu'il y a eu. Là aussi, c'est une guerre dans laquelle des milliers de chars ont été perdus, mais
pas que des chars, des milliers de tout. Des milliers de véhicules de combat d'infanterie, des milliers de canons d'artillerie. Il y a eu plus de 1000 avions et hélicoptères qui ont été perdus au cours de cette guerre. Donc, ce qui caractérise la guerre de haute intensité, c'est une attrition extrême. C'est une attrition extrême, c'est-à-dire que tout est détruit, tout est vulnérable, tout est exposé. Et il n'y a pas de hiérarchie dans la survivabilité, si vous voulez. Vous pouvez avoir des engins extrêmement protégés. Bon, ils vont déguster, pardonnez-moi l'expression un peu triviale, ils vont déguster au même titre que les autres. Voilà, c'est simplement une question d'adaptation de l'armement en face. Mais en fait, vous perdez tout et en très grande quantité. Et donc, pour ce qui concerne les chars, une des conclusions de la guerre du Kippour, enfin du côté israélien et du côté arabe, ça va être de dire on a perdu énormément de chars, donc il nous en faut encore plus. Donc, ce n'est pas de dire nous avons perdu énormément de chars, donc nous allons... C'est la mort du char. C'est la mort du char, donc nous allons passer à autre chose. Il faut trouver... On va se creuser le cerveau pour essayer de trouver le système d'armes miracle qui va permettre de remplacer le char, parce que le char, on a vraiment beaucoup perdu, puis en plus ça coûte cher. Donc c'est pas drôle de les perdre. Non, la conclusion a été strictement inverse. La conclusion, ça a été finalement, enfin, il nous en faut beaucoup plus. Voilà. Et je vois ça aussi, ce qui se passe en ce moment, par exemple, en Europe, est très intéressant. Depuis 2 ans, les pays européens n'ont jamais acheté autant de chars de leur histoire. Depuis 2 ans, 2000 chars ont été commandés par les pays européens. Alors, dedans, vous avez du K2 sud-coréen, parce que les Sud-Coréens font une percée en Europe qui, à mon avis, devrait inquiéter beaucoup de gens. C'est notamment les Polonais qui en ont acheté une quantité considérable. Voilà, ils en ont acheté plus de 1000 à peu près. Hein. Les Américains ont réussi à placer le M1 en Pologne et en Roumanie. Et puis, à côté de ça, nous avons nos voisins allemands qui continuent leur business Léopard 2, et ils en ont vendu pratiquement, avec la dernière commande de la Slovaquie, je crois, ils en ont placé pratiquement 650. Et tous ces chars ont été commandés en l'espace de 2 ans. C'est une frénésie d'achat de chars. Donc, donc on ne peut pas leur revendre des Leclerc puisqu'on a arrêté la production en 2007. Donc, nous, on a arrêté la production des Leclerc en 2007. Donc, et il n'est plus au catalogue de KNDS France. Donc, effectivement, la question qu'on peut se poser, c'est tous les états-majors européens sont-ils stupides ? Qui est une question ouverte, je n'ai pas la réponse à cette question, évidemment. Et l'autre question, c'est y a-t-il des gens qui croient encore que le char est inutile ? Alors, il y en a, bien sûr. Et ça se démontre assez facilement. Mais... S'il n'y avait pas ce phénomène de frénésie d'achat aujourd'hui, alors en Europe en particulier, mais en fait partout dans le monde, puisque quand on regarde ce qui se passe en Inde, l'Inde a lancé 2 grands programmes de chars, un char léger qui lui permettra d'aller combattre les troupes chinoises sur le plateau tibétain, donc un char de 25-30 tonnes, voilà, et puis un autre char, on va dire classique, pour remplacer ces T-72 d'origine russe et ces T-90. La Corée du Sud poursuit la fabrication de son K2 pour remplacer les anciennes générations de chars. Le Japon fabrique son Type 10, qui est un char plus léger que les autres chars aujourd'hui, qui est aussi fortement armé avec un canon de 120 mm, mais qui est plus léger parce que la première caractéristique de ce char japonais sera qu'il sera projetable. Les Japonais ont une problématique stratégique de défense qui est qu'ils ont des îles assez isolées dans le Pacifique, des îles sur lesquelles lorgnent, on va dire, un certain nombre de puissances régionales, et ils sont obligés de pouvoir les défendre. Et donc il faut projeter des chars sur ces îles, et pour projeter des chars sur ces îles, ils ont les moyens de la marine, et la marine ne peut pas transporter des chars de 60 ou 70 tonnes, alors ils ont un char qui fait 45 tonnes. Voilà. Donc il y a énormément de programmes. Les Américains, bien sûr, poursuivent l'aventure du M1, etc., etc. Donc énormément de programmes de chars, et qui est un retour direct de ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Oui, mais justement, est-ce qu'il y a aussi des limites à ça ? Enfin, alors, donc ça, les drones, on perd des chars, très bien. Mais on voit aussi que, par exemple, dans la phase dans laquelle on est,
depuis peut-être un an, c'est-à-dire une phase de retranchement, une phase de passage à la défensive, alors d'abord des Russes, maintenant des Ukrainiens, avec c'est-à-dire le parallèle avec la guerre de 14 est permanent, c'est-à-dire il semble qu'on soit arrivé dans un moment de blocage tactique, de difficulté à la mobilité, y compris par les chars. C'est la fameuse ligne sur Ovikin faite par les Russes, que manifestement les Ukrainiens, même avec beaucoup de chars, n'ont pas réussi à percer. Donc est-ce que, on reparlera des drones et des menaces et des canons anti-chars et des missiles anti-chars, puisque effectivement c'est pas nouveau, on a déjà connu et les chars se sont toujours fait taper, mais est-ce que même dans leur capacité de mobilité, de franchissement, là, alors certes c'est toujours une dialectique entre l'épée et le bouclier, mais est-ce que là l'épée s'émousse pas un peu au vu de ce qu'on voit en Ukraine ? Alors, une première remarque. Quand on écoute les commentaires et les analyses, entre guillemets, de certains plateaux télé, il y a un mot qui revient en permanence, c'est game changer. Alors le game changer, est-ce que le F-16 va être un game changer ? Est-ce que les Patriots sont un game changer ? Est-ce que les Scalps sont des game changers, etc., etc. Bon. En fait, on s'aperçoit qu'au niveau stratégique, il n'y a que 2 game changers en Ukraine. Le premier, c'est les mines. Le deuxième, c'est les drones. Alors les drones FPV, voilà. Bon, c'est ça les vrais game changers de l'Ukraine. Ce sont ces deux objets très peu chers. Une mine, ça coûte quelques dizaines ou centaines d'euros, enfin, pour les plus sophistiqués. Un drone FPV, ça coûte moins de 1000 euros. En fait, ce sont 2 objets très, très simples, très peu chers, qu'on est capable de fabriquer en des quantités phénoménales qui aujourd'hui bloquent la guerre. Ce n'est pas les Patriotes qui vont débloquer la situation, ce n'est pas les F-16 qui vont débloquer la situation, ce sont ces 2 objets. Voilà, ce sont les 2 vrais game changers de la guerre en Ukraine. Et des objets humbles, voilà, on va dire des objets humbles, de très peu technologiques. Ensuite, pour répondre à votre question, plus précisément, comment, en fait, la guerre ne retrouvera un autre visage, plus dynamique, que si on arrive à neutraliser ces 2 game changers, que sont les drones, balancés en essaim, balancés en grande quantité, voilà. Très facile à fabriquer, dans des ateliers décentralisés, on va dire ça comme ça. Il suffit d'avoir presque un grand garage pour fabriquer des drones, avec des machines 3D, avec des machines pour découper le plastique, découper le bois, découper l'aluminium, et puis on arrive à faire des drones assez facilement. Quant aux mines, j'en parle pas, c'est très, très facile. Donc en fait, la guerre ne changera véritablement de visage que si on arrive à neutraliser ces 2... Alors, ce ne sera pas le boulot des chars, pas plus que ce sera le boulot des véhicules d'infanterie, parce que la question que l'on pose en disant « mais est-ce que les chars vont pouvoir passer ?» Mais faire passer des chars, ça ne sert à rien, si le reste ne suit pas. Le char ne pourra pas exploiter la percée si derrière l'infanterie ne suit pas, si le génie n'est pas à côté, si les camions ne passent pas. Enfin, envoyer des chars 100 km en avant avec des camions qui restent bloqués à l'arrière, vos chars sont morts, parce qu'ils s'arrêtent tout seuls en fait. Voilà. Bon. Donc il faut comment dirais-je, envisager le système d'armes complet, l'interarme complet. Donc, dire que les chars vont percer, oui, aujourd'hui ils ne percent pas plus que le reste d'ailleurs, même les engins du génie spécialisés ne passent pas. Puisque les démineurs, les chars de déminage, ou les démineurs, que ce soit des démineurs à charrue, rouleaux, pyrotechniques, enfin tout ce que vous voulez, se font tous shooter les uns après les autres. Parce que bien sûr, les Russes, pas idiots, les identifient de très très loin, parce qu'ils ont des caractéristiques, ils ont une silhouette quand même assez caractéristique, donc ils identifient de très très loin, et en fait ils concentrent tous les feux pour dégommer les engins de déminage. Voilà. Bon. Donc si les chars ne passent pas, j'allais dire, c'est pas de leur faute. Et c'est pas eux qui vont rétablir tout seuls la situation. Il faut avoir une vision interarmes de tout ça. Voilà. Alors, comment on franchit un champ de mine aujourd'hui ? J'en sais rien. À une certaine époque, si vous reprenez par exemple
on va le vivre là, on va célébrer le 80e anniversaire du débarquement. Regardez comment les Américains ont percé les lignes de défense allemandes et le bocage en Normandie. Ils ont envoyé 2000 bombardiers, c'était l'opération Cobra. Ils ont envoyé 2000 bombardiers qui ont largué 8000 tonnes de bombes au même endroit. Alors forcément, ça a fait un trou. Et ils sont passés dans le trou. Voilà. Le problème aujourd'hui, c'est que l'Ukraine n'a pas 2000 bombardiers capables de larguer 8000 tonnes de bombes. Voilà. C'est un peu le souci. Alors, est-ce qu'ils sont capables de concentrer des feux massifs pour essayer de percer à un endroit ou deux, de telle sorte que des chars et de l'infanterie puissent se faufiler et puis prendre à revers les unités russes? Je ne sais pas. Mais c'est très problématique. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, encore une fois, dans ce genre de situation, que ce soit un Sherman de la Deuxième Guerre mondiale ou un magnifique Charles Leclerc, les deux sont arrêtés par des mines. C'est pas une question de génération, c'est pas une question de performance, c'est pas une question de... N'importe quel char s'arrête devant un champ de mines. Ça, c'est une définition absolue. Voilà. Et donc, ils ne rétabliront pas la situation tout seuls. Ça, c'est absolument clair. Ils exploiteront magnifiquement le jour où ces lignes sont percées, mais c'est pas eux qui vont percer. Et on reviendra évidemment à l'Ukraine plein d'égards, mais peut-être le plus récent, c'est Gaza, où là, il y a l'emploi des chars. Alors, on peut le dire, les Israéliens ont un vrai culte du char. Alors, leurs chars Merkava, qui sont des chars énormes, qui passent les 70 tonnes, je crois que c'est les seuls. Oui. Qu'ils utilisent en combat urbain. Alors, ils les utilisaient déjà quand il s'agissait de faire de la grande guerre de manœuvre sur le plateau du Golan. Ils les utilisent encore aujourd'hui en milieu ultra-urbain. Ça a posé des questions au début, parce qu'on en a vu quelques-uns se faire taper. C'était pas totalement inédit, hein. C'était déjà arrivé, notamment contre le Hezbollah, etc. Comment le caractériser, cet emploi des chars en milieu urbain par Israël? Qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas, selon vous? Alors, plusieurs choses sur les chars et l'armée israélienne que je connais un petit peu quand même. Quand vous allez visiter le musée de Latroun, dans la banlieue de Jérusalem, qui est le musée de l'arme blindée israélienne, vous verrez que sur le mur, il y a écrit « Les chars sont la muraille d'acier sur laquelle s'écrasent les ennemis d'Israël ». C'est-à-dire que le char fait partie de la nation israélienne de manière quasiment consubstantielle. Il n'y a pas d'Israël sans char, dit autrement. Et ils ont un culte, un véritable culte pour leur char. Ils ont fait un char qui est complètement adapté à leurs besoins. Voilà, le Merkava serait inapte à l'emploi dans une grande partie des armées du monde qui ne sauraient pas quoi en faire, tout simplement. Le Merkava, il est destiné à défendre un territoire dont la surface utile, c'est-à-dire 80% du PIB, est générée dans un triangle Haïfa, Tel Aviv, Jérusalem, qui a la taille de 2 départements français. Voilà. Donc les 2000 et quelques chars dont dispose Israël, c'est fait pour défendre 2 départements français. Donc c'est pas bien grave s'ils sont très lourds et s'ils consomment beaucoup d'essence, parce qu'ils n'ont pas besoin d'aller très loin. Alors ils s'en foutent complètement. Voilà. Les Israéliens font la guerre à 500 mètres de chez eux. Donc il n'a aucun problème de projection. D'ailleurs, le mot projection en hébreu, je ne sais même pas si ça existe. Si, projection aérienne. Si, ils savent projeter beaucoup de puissance très très loin avec leurs avions. Mais leurs chars, non. Leurs chars, ils ne sont pas destinés à être projetés. Ils sont destinés à être utilisés par des réservistes. Ils sont volontairement très protégés parce que les pertes humaines pour un tout petit pays comme Israël sont insupportables. C'est un pays de 9 millions d'habitants, donc ils ne peuvent pas se permettre de perdre des dizaines de milliers de soldats dans une guerre. Donc ils perdent des chars, mais un char, ça se remplace. Un bonhomme, ça se remplace moins. Voilà. Donc ça c'est la philosophie du char israélien. Et quand on dit que les chars sont rentrés à Gaza, en fait, ce n'est pas les chars qui sont rentrés à Gaza.
c'est un quatuor qui est rentré à Gaza. En fait, c'est un MGCS. Les Israéliens ont déjà un MGCS, c'est-à-dire qu'ils ont déjà un système... Le MGCS, c'est le Main Ground Combat System, c'est le système de l'avenir, en tout cas ce que c'est censé être, on en reparlera. C'est le grand projet européen avec le char, mais il n'y a pas que le char, c'est une combinaison de véhicules de blindés pour produire un effet. C'est ça, c'est un système multiplateforme à capacité répartie, on va dire, et puis hyper connecté. Alors, cette approche du multiplateforme, les Israéliens ont déjà, c'est le quatuor Merkava, Nammer. Donc le Nammer, c'est un énorme engin de transport de troupes qui est basé sur le même châssis que le Merkava. Donc c'est le transport de troupes le plus lourd du monde. Il fait plus de 60 tonnes, 60-65 tonnes. C'est le booter bulldozer Caterpillar D9, qui est une machine absolument gigantesque, qui est capable de traverser n'importe quelle maison ou n'importe quel immeuble et faire un trou dedans, qui est capable de niveler n'importe quel terrain. Et à côté de ce D9, il y a un engin qui s'appelle le Puma, qui est en fait un châssis de char reconverti pour les sapeurs d'assaut. Donc cet engin Puma transporte plein d'outils, des outils de déminage, des outils pour percer des murs, toute une équipe de sapeurs d'assaut. Et en fait, c'est ce quatuor qui est rentré à Gaza. Ce ne sont pas les chars qui sont rentrés à Gaza. C'est important de le souligner. C'est véritablement une équipe aux capacités complémentaires, exactement ce qu'on veut faire avec le MGCS. Seulement les Israéliens, eux, l'ont déjà, et ils l'ont dimensionné à leurs propres besoins. Qui est que ils sont systématiquement appelés à intervenir sur ce qu'on appelle des terrains complexes. Donc les terrains complexes, ce sont les terrains urbains, pour dire les choses simplement, ou les terrains très compartimentés. Ça peut être le plateau du Golan, ou le nord d'Israël. Bon. Et ils ont conçu leur char pour ça, mais ils ont conçu l'environnement du char en même temps. C'est ce fameux quatuor dont je parle. Et en fait... comment les Israéliens utilisent leur Merkava dans Gaza? Ils les utilisent comme le dit le slogan du musée de Latroun, c'est une muraille d'acier. Donc les chars protègent la progression de l'infanterie, les fantassins se mettent derrière les chars, donc les chars prennent les coups en fait, les chars prennent les coups, mais les fantassins ne les prennent pas. Mais c'est un mur d'acier qui est capable de renvoyer les coups, évidemment, puisqu'il est armé, le Merkava. Donc quand on lui met une gifle, il vous en met 3. Voilà. Donc il a un canon de 120 mm qui est très puissant. Il tire toute une gamme de projectiles de manière très précise. Il a une conduite de tir très précise. C'est aussi un peu les yeux de l'infanterie, parce que sur un Merkava, vous avez des viseurs jour-nuit avec des caméras thermiques qui permettent de repérer les snipers, qui permettent de repérer les équipes anti-chars adverses, qui permettent de repérer tout un tas de choses chez l'ennemi. Surtout dans un terrain complexe comme celui de Gaza, c'est pas facile de voir, même avec des moyens de vision nocturne performants. Donc ils sont un peu les yeux de l'infanterie, et ils rendent compte à l'infanterie. C'est un char qui est hyper connecté. Les Israéliens maîtrisent la connectivité et l'ont poussé à un niveau qui est très intéressant, en particulier la liaison entre les chars et les drones, par exemple, les drones de reconnaissance, la liaison entre les chars et l'artillerie, la liaison entre les chars et l'infanterie et le génie. Voilà, ça c'est quelque chose qui est très travaillé, on va dire, au sein de Tsahal. Alors ils ont des pertes. Bah oui, forcément, c'est la guerre. Donc les chars prennent des coups, ils en perdent, ils en ont quelques-uns qui ont été abîmés, qui ont été endommagés. Ce qu'on a dit un peu au début, c'est qu'ils n'avaient pas beaucoup de sections d'infanterie autour, notamment dans les premiers jours, les premières semaines de l'entrée à Gaza, et que c'est pour ça qu'ils en avaient perdu. Oui, alors ils apprennent très vite. Voilà, la caractéristique de l'armée israélienne, c'est qu'elle apprend très vite et qu'elle a des boucles de rétexte, des boucles de parce que juste, je le dis, rappelons qu'un char, quand ça avance tout seul, c'est notamment en milieu urbain, c'est extrêmement vulnérable parce qu'il y a certes beaucoup de caméras sur un Merkava, mais il y a toujours des angles morts et quelqu'un a tôt fait de vous mettre un petit missile anti-char notamment à l'arrière où c'est moins blindé, s'il n'y a pas une section d'infanterie pour protéger le char. Absolument. Donc les erreurs tactiques sont commises par toutes les armées du monde. Il n'y a pas d'armée parfaite. Donc vous commettez des erreurs, vous prenez un peu trop de risques, vous avez de mauvais renseignements. Attention, c'est que la guerre de Gaza, c'est une guerre de renseignements. C'est que quand l'armée israélienne s'aventure sur un compartiment de terrain qu'elle ne connaît pas bien, il ne faut pas que le renseignement soit défaillant. Donc vous pouvez vous faire surprendre par du renseignement défaillant. Donc il
a toute une guerre du renseignement. Et alors, on n'a jamais tous les renseignements qu'il faut pour entrer en guerre, sinon ce serait impossible de mener le combat. Mais il y a effectivement le renseignement fait partie des. Enfin, c'est une composante absolument majeure de l'armée israélienne. Et donc, quand on aventure des chars de l'infanterie ou du génie dans un compartiment de terrain que l'on veut conquérir, on s'assure d'avoir l'essentiel du renseignement sur le sujet. La problématique de Gaza, c'est que c'est un terrain de combat en 3 dimensions, puisque vous en avez 2 fois plus en dessous qu'à la surface. Alors, vous pouvez faire voler tous les drones de la Terre au-dessus de Gaza, c'est pas eux qui vous ramèneront le renseignement sur les tunnels. Évidemment. Donc les renseignements sur les tunnels, il faut aller les chercher. Il faut aller les chercher avec des robots spécialisés, avec des petits drones spécialisés, avec des unités aussi humaines, si j'ose dire, hein, de reconnaissance des souterrains, etc. etc. Voilà. Le renseignement est vraiment à la base de l'engagement des chars dans Gaza. Alors ils ont souffert d'un certain nombre de pertes, mais compte tenu de l'intensité des feux, finalement ces pertes elles sont pas si élevées que ça, en comparaison d'autres théâtres d'opération. Alors maintenant j'aurais aimé, on en a déjà parlé de plein de chars, mais quand même, donc le Leclerc on a compris que c'était bien. Que ça marchait bien, ça avait des très belles performances, mais il est tombé au mauvais moment. Mais j'aurais aimé parler un peu du catalogue, de ce qui se fait en char à l'heure actuelle. Donc le Leclerc, c'est échantillonnaire, c'est pour la France et puis c'est pour les Émirats. Mais la Jordanie. Et la Jordanie, on a récupéré. Ok, ouais. Voilà. Mais par exemple, le Léopard. Donc, qui est le char qui, comme vous nous l'indiquez, a inondé les formations blindées de tous les pays. Et qui continue, bien sûr, oui. Un Léopard 2, on est à 2 à 7 ou 2 à 8 maintenant. Ouais. Ça fait quoi de bien ? Quelles sont c'est quoi les forces de ce char qui, manifestement, a séduit beaucoup de monde pour des raisons économiques, mais pas que, on imagine ? Alors, des raisons économiques, je mettrai un bémol sur le sujet parce que la dernière version du Léopard 2, qui doit être la A7 ou même la A8 avec le système d'armes, avec le système de protection active Trophy, c'est un engin qui flirte avec les 25 millions d'euros pièce quand même. Donc, c'est quand même le char le plus cher du monde aujourd'hui. Donc, il ne séduit pas les gens par ses... Il n'a pas d'attractivité économique, on va dire ça autrement, hein, clairement. C'est un char très cher. La qualité du Léopard 2, c'est que les Allemands, qui ont toujours eu une vision très commerciale du char, donc les Allemands, culturellement, sont des vendeurs de chars. Voilà. Bon. Ils n'imaginent pas ne pas avoir un produit vendable au catalogue. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait évoluer le Léopard 2, non pas pour satisfaire les besoins de la Bundeswehr, qui n'en avait pas besoin. D'ailleurs, la Bundeswehr a été l'armée la moins engagée au cours des 30 dernières années. Mais ils ont fait évoluer le Léopard 2 uniquement pour des raisons commerciales, parce qu'ils voulaient conserver des marchés. Et ils ont fait ça très intelligemment. Et du coup, le Léopard 2, il s'est toujours maintenu, on va dire, au bon niveau, dans toutes les fonctions du char, qui sont la mobilité. Ça reste un char qui est très mobile, voilà, avec un moteur puissant, 1500 chevaux, avec un gros couple, donc il est très mobile. C'est un char qui a... 1500 chevaux, on peut mentionner, c'est globalement la même motorisation que le Leclerc. Que le Leclerc, que le Merkava aussi. Que le Merkava aussi. Mais alors que le Merkava fait 20 tonnes de plus. Voilà, il fait 20 tonnes de plus, donc forcément il est plus lent. Voilà. C'est un char qui a fait évoluer ses blindages et sa protection de manière continue pour faire face à la menace. Ils ont modernisé les viseurs, la conduite de tir. Donc c'est un char qui, si vous voulez, entre le char Léopard 2 A7 ou A8 qui est vendu aujourd'hui et le premier Léopard 2 qui est sorti d'usine dans les années 80, en fait il n'y a plus une pièce commune. Il s'appelle Léopard, mais il n'y a rien d'interchangeable entre les deux chars. Ce sont des chars complètement différents, tellement ils ont évolué. Et donc aujourd'hui, le char Léopard, ça reste un char... qui est quand même très cher, je le disais, c'est sans doute le char le plus cher du monde, mais qui n'a pas de gros défauts. Quand
quand il est mis en compétition amicale, bien sûr, face à d'autres chars comme le char Leclerc, par exemple, on s'aperçoit qu'il tire quand même moins bien qu'un Leclerc. Bon. Il est moins mobile qu'un Leclerc, parce qu'il est plus lourd. Mais d'un autre côté, il n'a pas de gros défauts. Alors du coup, il se vend. Voilà, il se vend et les Allemands ont une politique commerciale extrêmement intelligente, c'est-à-dire qu'ils ont créé ce qu'on appelle un club Léopard. En fait, c'est un immense club utilisateur qui leur permet de faire beaucoup de choses. C'est-à-dire que les utilisateurs de chars Léopard 2 s'échangent leurs expériences, ce qui est toujours très intéressant. Ils s'échangent des informations. Et puis, pour les Allemands, les industriels allemands, c'est une tribune magnifique pour faire évoluer le char avec les utilisateurs. C'est-à-dire que les ingénieurs allemands arrivent avec un certain nombre de propositions dans ces clubs Léopard en disant « Tiens, on a imaginé ceci ou cela, qu'est-ce que vous en pensez ?» Et ils ont la réponse quasiment immédiate. Donc c'est extrêmement précieux, faut dire, en termes de marketing et en termes de réactivité technique pour faire évoluer un produit. Quand vous avez tous les utilisateurs autour d'une table, c'est quand même très, très simple. Et donc cette idée du club Léopard, c'est quelque chose de très puissant. Et les Allemands l'utilisent très bien. D'où le succès du Léopard sur les marchés. Voilà. Alors maintenant, si on passe au suivant, sur lequel j'aimerais vous interroger, les Américains. Donc le M1 Abrams, qui est aussi un autre char qui se vend en Europe, notamment aux Polonais et pas que. Ouais. Ça vaut quoi? Alors là, encore une fois, de manière tout à fait factuelle, quand le M1 a été aligné dans des concours, on va dire, destinés à équiper une armée, par exemple en Grèce ou en Turquie, il s'est systématiquement positionné derrière le Leclerc et derrière le Léopard. C'est-à-dire que ses performances, qui sont très honnêtes. Le M1 a des performances très honnêtes. Hein. C'est pas un mauvais char. Voilà. Il est quand même en deçà, en termes de performance pure, par rapport au Leclerc et au Léopard. C'est un char qui a malgré tout une très forte protection balistique, mais elle est localisée devant, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'arc frontal. Bon, on a vu en Ukraine qu'en fait les drones tapaient les chars partout, sauf là, évidemment. Ils ne sont pas idiots. Donc ils tapent les chars là où le blindage est le plus faible. Donc effectivement, cette très grosse cuirasse qui est à l'avant du M1 ne lui sert pas à grand-chose aujourd'hui dans les conflits d'aujourd'hui. Ça allait bien en 91 quand il s'agissait de surgir à travers le désert et de faire face aux chars irakiens, etc. Effectivement, on pouvait tendre le front bien solide. Exactement. Aujourd'hui, dans un combat dit de duel où les adversaires se font face à face, la cuirasse du M1 lui est très utile. Alors là, c'est absolument incontestable. Alors, l'autre gros souci malgré tout du M1, qui est quelque chose qui le traîne depuis 30 ans, c'est qu'il est propulsé par une turbine d'hélicoptère et que cette turbine a d'énormes problèmes de fiabilité et que on parlait tout à l'heure du coût de logistique et du coût de MCO, de maintien en condition opérationnelle. Pendant très longtemps, la turbine du M1 fut le premier poste de coût logistique de toute l'armée américaine. Ce qui en dit long sur les précautions qu'il faut prendre pour entretenir, maintenir, réparer et prendre soin de cette turbine, parce qu'elle est... en fait, c'est le maillon faible aujourd'hui du char M1. Un autre objet, un autre char qui va arriver en tout cas beaucoup en Europe, et dont on a beaucoup parlé, notamment en raison de la commande polonaise, c'est le K2 sud-coréen. Bon, alors, il y a plein d'avantages les Polonais ont trouvé plein d'avantages au K2, notamment le fait qu'il était disponible et que par ailleurs, ils voulaient bien les produire en Pologne, ce qui était tout à fait avantageux pour eux. Mais si on regarde l'objet lui-même, comment il se compare à ces autres? Alors, le K2, sur le papier, alors vu d'un strict concepteur de char que je suis, en fait, le K2, c'est le Leclerc. Les Sud-Coréens ont copié le concept du Leclerc. Voilà, intégralement. C'est-à-dire ? Intégralement. Toute l'architecture du K2,
c'est l'architecture du Leclerc. Et en particulier, la tourelle, avec le chargement automatique. Tourelle qui a toujours été reconnu comme un des très grands points forts du Leclerc. Parce que toujours, et qu'il l'est toujours. Donc là, les Coréens, ils ont, j'allais dire, moi je les félicite pour nous avoir copié. La preuve, c'est qu'on était très bons. Et ça a été très pertinent de nous copier. Donc en fait, le K2, c'est quoi ? C'est un Leclerc qui a été conçu autour de composants, par contre, complètement spécifiquement sud-coréens. Ça, on ne peut rien retirer aux Sud-Coréens. Ils n'ont rien emprunté. D'ailleurs, c'est dommage. Ils n'ont rien emprunté à la technologie française. Ils se sont débrouillés comme des grands. Mais d'un point de vue conceptuel, un K2 coréen, c'est un Leclerc. Voilà, tout simplement. Alors après, le concept est bon. Oui, je ne veux pas dire l'inverse. Effectivement, le concept est bon. Après, il s'agit de décliner le concept avec des technologies particulières. Alors là, quand on rentre dans les technologies, c'est vrai que les Coréens ont eu beaucoup de problèmes pour, par exemple, développer un groupe motopropulseur et que, de manière, on va dire, pratico-pratique, comme dans un premier temps, ils n'ont pas su mettre au point un moteur de 1500 chevaux avec la boîte de vitesse automatique qui allait derrière, ils ont été voir les Allemands, et les Allemands leur ont fourni un groupe autopropulseur MTU Renk, le même qui est d'ailleurs celui dans le char Leclerc des Émirats. Voilà, donc là, c'est là qu'on retrouve le cousinage entre le Leclerc et le K2. Après, pour le reste, les Coréens se sont fort bien débrouillés pour fabriquer et concevoir un canon, des suspensions, une conduite de tir, etc., etc. Enfin, ils ont quand même une industrie électronique qui s'appelle Samsung, qui s'appelle voilà. Donc, on imagine qu'il y a des gens qui s'y connaissent un peu en électronique. Donc, ils ont profité, si j'ose dire, d'un spin-off, comme on dit en très mauvais français, spin-off de technologie civile dans laquelle ils étaient excellents, de leur Shaibol, enfin leurs grandes usines, leur grand groupe industriel. Et en fait, le char coréen, c'est un char Hyundai. Faut le savoir. Donc c'est le même qui fabrique les voitures qu'on voit dans les rues. Et alors maintenant, si on passe aux adversaires, aux compétiteurs, où en est l'industrie de chars russes ? Alors je veux dire tout simplement en préambule qu'il y avait le grand serpent de mer au moment de l'invasion de l'Ukraine, c'était le T-14 Armata. C'est-à-dire c'était le grand char du futur pour les Russes, qui allait être un char incroyable, le sommet de la pointe, le sommet de la technologie moderne, le char le plus sophistiqué contemporain. On a vu que le T-14 Armata a mis beaucoup de temps à sortir, il est quasiment pas sorti, il n'a pas été engagé, je crois, en Ukraine. Pour plein de raisons, ils sont revenus plutôt à... Alors, ils ont évidemment vidé les stocks, etc. Mais même dans les productions qu'ils ont relancées, ils ont plutôt relancé des T80, des T90, c'est-à-dire des modèles plus rustiques, plus éprouvés peut-être. Alors voilà, qu'est-ce que valent ces chars-là par rapport à ce qu'on trouve dans le bloc occidental ? Et où va l'industrie de chars russes ? C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont se relancer vers le haut du spectre ou est-ce qu'ils vont continuer à faire de la masse avec des choses des années 80-90 quoi ? Alors ça, c'est une vraie interrogation que nous avons tous, enfin tous ceux qui s'intéressent un peu au monde du char et en particulier au monde du char russe. Une première évidence, la guerre en Ukraine ne s'est pas passée comme ils l'avaient prévu, de manière tout à fait claire. Donc ils se sont retrouvés avec des problèmes auxquels, pour lesquels ils n'avaient pas finalement de solution, puisqu'ils s'y étaient pas préparés. Alors, parmi ces problèmes, le premier, ça a été effectivement l'attrition. L'attrition est extrême, donc il a fallu qu'ils trouvent des ressources dans les stocks. Voilà, donc ils ont déstocké un certain nombre de chars, alors dans des états, certains des états quand même un peu improbables. Donc il a fallu complètement remettre en état. Et d'un point de vue industriel, c'est très intéressant parce que en fait, vous vous apercevez que les sources de chars, entre guillemets, d'où viennent vos chars, vous les avez soit en dotation, soit vous les fabriquez neufs, soit vous les capturez. Il y a eu beaucoup de captures de chars, aussi bien d'un côté que de l'autre. Voilà. Alors avec l'immense avantage, c'est qu'ils utilisaient les mêmes.
Bon, donc les Ukrainiens se sont empressés de réutiliser les chars qu'ils avaient capturés aux Russes et vice-versa. En plus des chars qui sont très cannibalisables. Et des chars qui sont très cannibalisables. Donc si vous récupérez un T-72 russe ou ukrainien un peu endommagé et qu'il y a un bloc qui manque, vous pouvez prendre un bloc de chez vous pour le remplacer et le remettre en état. Exactement. Et parmi les autres sources, donc au-delà du neuf, de la dotation, etc., ou des chars capturés, vous avez deux autres sources de ce qu'on appelle de régénération de potentiel, parce qu'en fait, il s'agit de régénérer du potentiel. Vous avez la première source, c'est de réparer les chars endommagés. Bah oui. C'est quand même mieux de pouvoir réparer les chars que l'on a endommagés. Donc, d'un point de vue industriel, c'est une configuration complètement différente que de fabriquer des chars neufs. Donc vous devez réinstaller ou faire remonter en puissance tout un dispositif industriel orienté vers la réparation et la régénération. Et puis vous avez les chars qui étaient en stock, alors des fois des chars un peu anciens, qui étaient en stock des fois depuis fort longtemps, et puis finalement avec quelques stocks de pièces de rechange, avec 2 ou 3 chars stockés, vous en faites un. Donc vous faites de la cannibalisation et vous régénérez du potentiel de cette façon. Donc l'industrie russe aujourd'hui, elle est confrontée à un changement de configuration complet, qui est qu'elle doit passer d'une configuration d'industrie de chars neufs exportatrice. L'industrie russe était très fortement exportatrice avant la guerre en Ukraine. Elle alimentait en particulier des marchés énormes en Algérie, en Inde, en Iran. Voilà, il fournissait quand même beaucoup de chars à ces pays-là, et d'autres. Hein, j'en ai cité 3, mais il y a beaucoup de chars, de beaucoup de pays qui utilisaient des chars russes. Et elle a dû se reconfigurer pour, ce que je disais tout à l'heure, réparer, remettre en état, reconfigurer, cannibaliser des chars en quantité. Et puis poursuivre la fabrication de chars neufs. Or, la guerre, c'est un combat des ressources. La guerre, on dit que c'est 2 choses. Hein. C'est le combat des ressources et c'est le combat des cerveaux. Hein, donc il faut... c'est un combat sur les esprits. Voilà. Et dans la guerre des ressources, finalement, vous allez au plus rapide. Qu'est-ce qui est le plus rapide ? C'est de prendre des risques à fabriquer un char T-14 dont visiblement la maturité n'est pas encore atteinte ou acquise, ou est-ce qu'il vaut mieux fabriquer des chars que vous savez fabriquer et qui coûtent beaucoup moins cher et pour lesquels vous avez tout l'outillage ? Le penchant pour les Russes, il est allé en faveur de ce qu'ils ont toujours fait, c'est-à-dire des chars faciles à fabriquer, qui consomment le moins de ressources possible et qui, sur le terrain, de toute façon, compte tenu de la durée de vie d'un char sur le terrain, si vous voulez, quand un char russe sort de l'usine de Nizhny Tagil, tout le monde sait que dans 3 mois, il est mort, ou dans 6 mois, il est mort. C'est pas un char que vous construisez pour 40 ans. Il passera pas les 40 ans. Il va être consommé. Voilà. Donc vous employez des méthodes de fabrication et en particulier vous avez, on va dire, un contrôle qualité qui est peut-être moins pointilleux que si vous construisez un char pour 40 ans, où là vous devez obtenir un certain nombre de choses. En plus, si vous devez le vendre à quelqu'un qui va être content ou pas content, etc. Exactement. Voilà. Donc vous avez toutes ces dimensions dans cette, on va dire, nouvelle configuration de l'industrie russe. Alors, pour en revenir au T-14, le T-14, bon, j'ai eu l'occasion de le voir, moi, à Moscou, c'est effectivement une remise en cause complète de toute la génération de chars qui a démarré avec le T-64 dans les années 60. Parce qu'en fait, les Russes ont fait une dynastie de chars qui ont en fait tous le même père géniteur qui s'appelle le T-64. Bon. Et du T-64, ils ont fait le T-72, le T-80, le T-90... Voilà. Et ils ont fait 4 ou 5 générations de chars, mais qui sont tous sur le même concept. Tous sur le même concept. Des chars 3 hommes, très compacts, très bas, des silhouettes très compactes, chargeant automatique en carrousel qui se trouve, c'est un genre de grand camembert. Voilà, et les munitions sont logées en rayon dans ce grand camembert. C'est ce qui est une idée modérément bonne parce que quand ça pète, ça fait un bouchon de champagne. Voilà. Mais l'avantage, c'est que l'équipage ne souffre pas et en fait toute cette génération de chars, elle a la même architecture que le T-64. Alors après, ils ont
au fur et à mesure des années, parce que tout ça s'est étalé sur 50 ans finalement, au fur et à mesure des années, il y a eu un perfectionnement jusqu'au T90 que nous connaissons aujourd'hui, mais enfin le T90 c'est l'arrière-petit-fils du T64. Avec le T14 il y a une rupture, c'est-à-dire que c'est plus du tout la même architecture, d'abord c'est pas la même taille de char, enfin quand enfin moi j'ai été très marqué par. En fait, il y avait un T14 à côté d'un T72. Vous voyez la taille du T14, mais ça n'a rien à voir avec la taille d'un T72. Visiblement, les ingénieurs russes ont pris, ils ont pris leurs aises, on va dire, en dessinant le char. Il est beaucoup plus long, il est plus large, il est plus haut, plus confortable. Bon, on sent qu'il y a eu des critères ergonomiques qui sont quand même passés un petit peu en priorité, ce qui n'était pas du tout le cas pour les chars des générations précédentes. Et puis la grande révolution du T14, c'est qu'il y a tout l'équipage est dans un châssis. Donc vous avez une sorte de capsule de survie qui se trouve à l'avant du char, dans lesquelles se trouvent les trois hommes d'équipage. Donc il y a un chef, il y a un tireur et un pilote. Mais ils sont tous les trois dans le même espace, côte à côte. Voilà. Comme sur la banquette d'un camion, si vous voulez. Voilà, on peut s'asseoir à trois de front sur la banquette d'un camion. Ben là, c'est exactement la même chose. Et l'interface qu'ils ont avec le système d'armes est exclusivement réalisée à partir d'écrans couleurs multifonctions. Et donc ils pilotent, depuis cette capsule de survie, ils pilotent tout le système d'armes, qui est en fait dans une tourelle qu'on appelle téléopérée, c'est-à-dire qu'en fait il n'y a plus d'hommes dans la tourelle, voilà. Et toute l'observation et toutes les opérations de tir se font depuis cette capsule en mode ce qu'on appelle téléopéré. Voilà, voilà. Alors, les vertus de cette architecture sont que, du fait de la concentration de l'équipage dans un seul espace, on peut les protéger plus facilement. On peut les protéger plus facilement parce qu'on arrive à mettre des blindages très très épais autour de cette petite capsule. Et puis, alors je dis pas négliger le reste, mais faire en sorte que le reste soit moins protégé. En particulier la tourelle n'a pas beaucoup de protection. Et pourtant, c'est une cible qui est assez imposante, mais elle n'a pas de protection. Et puis, de manière native, ce qui est intéressant dans l'Armata, c'est que les ingénieurs russes ont intégré d'emblée ce qu'on appelle un système de protection active. Alors, c'est quoi un système de protection active ? C'est un système qui, normalement, vous permet d'échapper aux coups de l'ennemi, alors, soit par du leurrage, de la dissimulation, soit de manière plus agressive, en allant abattre en vol l'obus ou le missile qui menace votre char. Voilà. Alors, les Russes, et il faut le reconnaître ce mérite, ce sont les inventeurs du concept de protection active. Ils avaient, à l'époque de l'Afghanistan, expérimenté un premier système de protection active qui s'appelait le Drozd, qu'ils avaient installé sur le T-55. Qui était un premier essai de protection active. Alors c'était pas des performances absolument extraordinaires, mais enfin disons que c'était un premier essai, et il avait l'avantage, c'est qu'il l'avait déployé de manière opérationnelle, donc ils ont eu un certain retour d'expérience. Donc ça, on peut dire, globalement, il s'agit d'aller à la rencontre du truc qui arrive pour bousiller le char. C'est ça. Que ce soit avec des billes d'acier, avec un mini-missile, avec plein de choses. Voilà. En tout cas, c'est de le faire péter avant que ça arrive. Avant qu'il touche le char, parce que il se s'avère qu'un missile, c'est quand même assez bien fait pour déglinguer un char. Ouais. Donc s'il y a la pointe qui vient contre le blindage, a priori, il ne va pas rester grand-chose à l'intérieur du char. Donc l'idée, c'est que ça se déclenche un peu plus loin. Voilà. Ou un peu de manière pas optimale. Voilà, donc il y a sur le T-14 un certain nombre de capteurs de type radar et des capteurs électro-optiques qui permettent de localiser un missile ou un obus en vol, de dire si cet obus ou ce missile vont frapper le char, parce que s'il ne frappe pas le char, on le laisse passer, évidemment. Donc dire s'il va frapper le char, et s'il frappe le char, à ce moment-là, on rentre dans un processus d'autodéfense qui fait que le char va éjecter ce qu'on appelle une contre-munition, qui va aller taper le missile ou l'obus qui vient vous menacer. Donc c'est ça qu'on appelle une protection active. Et ce qui est remarquable dans le T-14, c'est que les Russes l'ont construit nativement avec ce système de protection active, alors qu'aujourd'hui, les chars occidentaux n'en ont jamais été dotés. Clairement, ils n'ont jamais été conçus avec ce système. Et ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que ces systèmes de protection active, on vient les mettre au titre des modernisations, donc on vient les rajouter
sur les chars. Notamment, c'est le fameux, mais du coup, ça permet d'évoluer vers les perspectives. C'est le fameux système Trophy qui équipe les Merkava, qui équipe bientôt les Léopards, d'ailleurs, je crois aussi. Alors oui, le Léopard 2A8, il sera équipé du Trophy. Il équipe le M1 aussi. Enfin, il équipe déjà quelques M1 américains. Donc en gros, c'est un gros complexe de radars et de contre-munitions qu'on vient ajouter à ces vieux modèles. Mais bon, c'est comment dire ? Est-ce que c'est ça le chantier principal pour les chars, disons, de la génération qui arrive tout de suite là ? C'est-à-dire, on reviendra après sur les grands programmes, sur ce que dessine le futur des chars de combat, etc. Mais là, dans 5-10 ans, est-ce que il faut un système type Trophy pour tout le monde, parce que c'est ça qui permet la survivabilité du char aujourd'hui ? Alors, ça ne va pas constituer l'entièreté de la capacité de survie du char. On a quand même besoin de blindage, parce qu'il y a des menaces pour lesquelles ces systèmes de protection active sont complètement inopérants. Parce que vous prenez par exemple une menace qui s'appelle le canon automatique de moyen calibre, c'est-à-dire un canon de 30 ou de 40 mm qui vous crache des centaines d'obus par minute. Un système de protection active est complètement incapable d'intercepter ces obus en vol qui se dirigent vers vous. Donc vous avez besoin d'une carapace pour les arrêter, vous avez besoin d'une cuirasse, vous avez besoin de blindage pour ça. Donc le système de protection active va vous permettre de contrer ou de neutraliser des menaces type missile. Alors effectivement, tout à l'heure on a parlé du Javelin là, qui a une fâcheuse manie d'attaquer les chars par le toit, ce qui est évidemment complètement létal, puisqu'il n'y a quasiment pas de blindage sur les toits de chars. Donc intercepter... il paraît que maintenant le Kornet russe, qui est aussi un très bon missile anti-char, aurait aussi une capacité top attaque désormais. Oui, mais l'essentiel des nouveaux missiles, le missile Acheron de MBDA, qui est en service dans l'armée française, il attaque aussi par le toit systématiquement. Bon. Donc cette capacité d'attaque en survol, elle, évidemment, en fait, elle contourne les défenses naturelles du char, puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, les chars étaient plutôt conçus avec des blindages devant. Bon, alors, quand on les attaque par le toit, ils apprécient beaucoup moins. Donc, comme on ne sait pas mettre sur le toit d'un char l'équivalent de ce que l'on met devant, il va bien falloir trouver autre chose. Et donc, cette autre chose, ça peut être de la protection active. C'est-à-dire qu'il faut impérativement stopper et intercepter le missile avant qu'il touche le toit du char. Donc ça, c'est techniquement possible, parce que malgré tout, un missile, ça se voit, c'est détectable, ça signe, comme on dit. C'est-à-dire qu'il a une signature radar, il a une signature infrarouge, il a même une signature ultraviolette quand on regarde son propulseur. Donc on sait le repérer. Bon, un missile, c'est pas solide du tout, c'est très fragile. Un missile, c'est une enveloppe, c'est une petite enveloppe de métallique ou de plastique dans laquelle il y a plein de composants. Mais je veux dire, si vous faites détonner quelque chose à côté d'un missile, il part en morceaux. Bon, donc c'est pas blindé un missile pour dire les choses autrement. Donc c'est fragile et ça se repère. Ça vole pas encore à des vitesses hypersoniques. Un missile anti-char, la plupart sont subsoniques, donc ils volent en dessous de 300 mètres par seconde. Il y en a quelques-uns qui sont supersoniques. Certains missiles russes sont supersoniques, mais ils ne sont pas hypersoniques. Voilà. Donc, ce sont encore des vitesses que l'on peut gérer avec des systèmes de protection active. Donc le système de protection active, oui, moi je surtout considère... c'est un guidage, alors le guidage ça peut se brouiller aussi. Alors le guidage ça peut se brouiller aussi, bien sûr, donc ça c'est ce qu'on appelle les contre-mesures, bien sûr. On peut créer un nuage autour du char pour le dissimuler, on peut lancer des leurres infrarouges, on peut faire des tas de choses. Bon. Donc la protection active, moi je considère que aujourd'hui c'est absolument indispensable. Dans n'importe quelle revalorisation de char, il devrait y avoir un système de protection active. Alors là encore une fois, il ne faut pas tomber dans le syndrome de la perfectionnite. C'est-à-dire que quand on entend un certain nombre de gens, ils vous disent oui, mais on n'intercepte pas tout, la probabilité d'atteinte, c'est pas 1, etc. etc. Je dis oui, mais enfin... 70% de quelque chose, c'est mieux que 0% de... Voilà, bon. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, de toute façon, les chars, ça se perd. Et de toute façon, les chars, ça se perd. Voilà, donc on ne saura pas faire... Enfin, les chars et tout se perd. Tout se perd. Regardez les déboires de la marine russe en mer Noire, ils perdent des croiseurs, des engins amphibies, enfin ils perdent de tout. On perd tout pendant une guerre de haute intensité. Donc ça c'est, oui, moi je considère que c'est tout à fait indispensable, système de protection active. Et ça ne concerne pas que le char.
Ça ne concerne pas que le char. Les Israéliens ont perdu d'un seul coup 11 fantassins qui ont été frappés par un missile dans un transport de troupes. Si ce transport de troupes avait été équipé d'un système de protection active, alors je ne dis pas qu'il n'aurait pas été touché, il y a une probabilité pour qu'il ne soit pas touché. C'est toujours probabiliste. Hein. Toutes ces approches de survivabilité sont des approches probabilistes. Et enfin, une dernière, perspective, disons, d'amélioration ou de progrès. Là, ce qu'on appellerait la dronisation ou l'automatisation du char. Parce que quand vous parlez du T-14 Armata, donc 3 mecs qui sont dans une capsule côte à côte, bon, on se dit, avec une bonne liaison de données, si ça se trouve, ça pourrait se faire à distance, ça. Ça pourrait se contrôler à distance, puisque de toute façon, il s'agit d'être derrière des écrans. Voilà. Est-ce que c'est une piste qui vous paraît d'actualité, disons, pour les systèmes de chars qui vont arriver, ou est-ce qu'il y a quelque chose de... le char, c'est quand même aussi une arme qui va très vite, où la latence d'une liaison de données, pour tous les drones, il y a beaucoup de latence, le brouillage, etc., fait que vous pensez qu'il va toujours falloir quand même un peu de viande à l'intérieur de la ferraille? Alors, la réponse à cette question, elle n'est pas binaire, en fait, hein, comme tout d'ailleurs. C'est que on imagine aujourd'hui, on reparle du MGCS, hein, par exemple, voilà, donc ce qui devrait succéder au char Leclerc dans l'armée française dans 20 ou 25 ans. Donc un système multiplateforme, et ce que l'on étudie, c'est en fait la composition des équipages de ces différentes plateformes. Alors, et c'est plein de paradoxes, en fait, c'est plein de paradoxes. Le premier, c'est qu'on imagine des engins optionnellement pilotés. C'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'à certaines phases du combat, le char dispose de son équipage. Et que pour d'autres phases de combat, dans d'autres situations tactiques, sur un terrain qui s'y prête, l'équipage descend et on envoie le char tout seul pour remplir la mission. Voilà. Donc cette notion de plateforme optionnellement pilotée ou optionnellement habitée, elle est sur la table. Les Américains l'envisagent pour leur futur véhicule de combat d'infanterie. Voilà. Ensuite, vous avez l'engin totalement robotisé. C'est-à-dire, en fait, il n'y a plus personne à bord. Donc on peut très bien imaginer que dans un MGCS, des robots de reconnaissance qui font partie du système MGCS, des robots de reconnaissance puissent ne pas être pilotés. Ils sont complètement inhabités et on les téléopère depuis des plateformes à l'arrière. Et d'autres plateformes pourraient, elles, avoir un équipage permanent. En particulier les plateformes qui télécommandent les robots, dans lesquelles vous avez des opérateurs qui téléopèrent les robots qui sont devant, et là vous avez besoin de gens bien abrités. Ça, le mérite, c'est que ça permet quand même de téléopérer les robots à distance relativement raisonnable, et donc si vous voulez, parce que ça limite les brouillages, ça permet une liaison de données un peu stable, et donc ça, si vous voulez des gens qui téléopèrent des robots à distance raisonnable, il faut les protéger, et donc est-ce qu'on les protège dans un truc qui peut se déplacer et qui est bien blindé? Un char, ou un bon blindé, quoi. On va dire un blindé, je dis pas un char, mais on va dire un blindé. Et puis, l'autre phénomène sur lequel je pense qu'il est intéressant de revenir, c'est que on a eu de cesse depuis la Seconde Guerre mondiale d'essayer de réduire le nombre d'hommes d'équipage à bord d'un char. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les équipages de chars étaient classiquement de 5. Hein, vous aviez un pilote, un mitrailleur, un chef de bord, un tireur et un chargeur d'obus. Voilà, le gars qui mettait les obus dans le canon. Ils étaient 5. On est passé à 4. En fait, on a supprimé le mitrailleur de bord, celui qui était à côté du pilote et qui faisait un peu le ménage devant avec sa mitrailleuse. On l'a supprimé, celui-là. On s'est dit, bon, tant pis, la mitrailleuse, on la mettra en tourelle et puis se débrouillons. On est descendu à 4. Et puis, arrive la génération T-64, puis Leclerc, où on est descendu à 3. Donc, 5, 4, 3. Au cours de l'étude de concept du char Leclerc, donc les études amont qui ont eu lieu avant que le char Leclerc ne soit conçu, il y avait même des chars 2 hommes. Il y avait même des chars 2 hommes parce que la cavalerie imaginait le char finalement comme un intercepteur.
c'est-à-dire sur l'image ou le concept de l'intercepteur de l'armée de l'air. Vous savez, il décolle de sa base, il monte dans le ciel à une vitesse phénoménale, il touche sa cible et puis il réatterrit. Et certains cavaliers, à l'époque, disaient, mais finalement, un char, on pourrait très bien l'utiliser comme un intercepteur. On lui dit, voilà, les cibles sont là, tu fonces, tu détruis, tu reviens. Bon, donc il n'y avait pas de notion d'occupation de terrain, il n'y avait pas de notion de conquête, il n'y avait pas de... L'intercepteur pur, le tueur brutal, quoi. Bon. Et dans cette optique, on pourrait très bien imaginer des chars 2 hommes. Bon, finalement, ça s'est stabilisé à 3. Bon. Certains chars ont encore 4 hommes, le Léopard 2. Voilà, le Léopard 2 n'a toujours pas franchi l'étape décisive du chargement automatique. Et je pense que, on parlait tout à l'heure des qualités et des défauts du Léopard 2. Je pense qu'un gros défaut aujourd'hui du Léopard 2 sur le marché, c'est qu'il n'a pas de chargement automatique. Bon, je referme la parenthèse. Et en fait, qu'est-ce qui est apparu récemment 2 chars, ou 2 prototypes de chars qui ont été présentés à Eurosatory. D'un côté, le KF-51 de Rheinmetall, et de l'autre côté, le IMBT de KNDS France, anciennement Nexter. Et qu'avons-nous vu dans ces 2 prototypes? Le rajout d'un 4e homme. Et donc on s'est dit, tiens, mais finalement la tendance à la baisse, c'est pas forcément une tendance lourde. C'est pas forcément une tendance lourde. Et pourquoi ces chars peuvent potentiellement avoir un 4e homme? C'est tout simplement parce que le nombre de systèmes opérants dans un char n'a cessé de croître. Et comme l'homo sapiens, nous sommes des homo sapiens, je le rappelle, c'est-à-dire que nous n'avons pas plus de capacité intellectuelle que le mec qui peignait des ours et des buffles à Lascaux. On a la même capacité. Ces hommes ont des capacités limitées. Enfin, ces hommes et ces femmes ont des capacités limitées. Et ils doivent ils doivent opérer de plus en plus de systèmes. C'est-à-dire, s'il faut aller contrôler des petits robots de reconnaissance, etc. S'il faut contrôler des robots de reconnaissance, s'il faut avoir un œil sur ce qui se passe autour du char. Aujourd'hui, on installe des tas de caméras autour d'un char pour voir ce qui s'y passe. Alors, comme je le dis souvent à mes élèves, les caméras, ça ne voit rien. La seule chose qu'ils voient, c'est les yeux. Voilà. Donc, il faut des yeux pour regarder ce que les caméras vous renvoient comme image. Bon, déjà ça occupe quasiment un mec à plein temps. Si vous êtes en ambiance, si vous êtes dans un terrain complexe comme Gaza par exemple, vous n'avez pas assez d'un seul homme d'équipage pour surveiller ce qui se passe autour du char. Voilà. Donc pendant qu'il fait ça, en fait il fait rien d'autre. Bon, vous avez la mise en œuvre de par exemple des tourellos téléopérés. Sur les tourelles de char aujourd'hui, on met des tourellos téléopérés avec des mitrailleuses, des lance-grenades, etc. Bon, le tireur qui a déjà fort affaire à s'occuper de son canon et de sa mitrailleuse coaxiale, a bien d'autres choses à faire que de s'occuper du tourello téléopéré. Donc il vous faut quelqu'un qui s'occupe du téléopéré. Le chef de char, lui, c'est Shiva. Il faudrait qu'il ait 8 bras et 4 paires d'yeux pour s'occuper de tout ce qu'il a à faire, parce qu'il doit suivre la situation tactique, il doit communiquer, il doit donner des ordres, il doit se coordonner avec le reste des chars qui sont tout autour. Voilà. Et du coup, il y a eu cette réflexion en se disant, mais peut-être que 3 hommes, c'est un peu juste pour faire tout ça. C'est un peu, compte tenu de tout ce que l'on rajoute. Et en particulier, ce que l'on téléopère. Ça peut être des drones, ça peut être un petit robot, ça peut être tout un tas de choses. Plus cette compréhension de la situation tactique immédiate autour du char. Et du coup, nous avons vu un 4e homme arriver sur les prototypes de chars de nouvelle génération. Ça, je peux rappeler que Eurosatory, qui aura lieu à nouveau dans quelques semaines, en juin, ça va évidemment être important parce que c'est un grand moment à chaque fois, puisqu'on voit ce qui sort, et c'est un grand moment d'observation de ce qui se fait dans l'industrie terrestre. Mais alors du coup, puisque vous y êtes venu tout seul, et peut-être la dernière question, la piste de dégagement, c'est ce MGCS, qui est un casse-tête, puisque ça... Comment dire, c'est du franco-allemand sur lequel on a... Donc l'idée, c'est, je refais la chronologie hyper rapidement, c'est lancé en 2012 entre Nexter français et KMW allemand pour produire un char commun d'ici 2040. Et puis là, il y a eu le gros problème, en tout cas du point de vue français, c'est en 2019, le Bundestag a imposé que Rheinmetall, qui est donc un géant absolu allemand, fasse aussi partie de la chose. Donc évidemment, ça modifie un peu l'équilibre entre les partenaires franco-allemands.
Ça c'est encore compliqué puisque vous l'avez dit, mais Rheinmetall a dit ah bah tiens, nous aussi on a un prototype, si jamais le MGCS ça marche pas, on a le KF51, donc ça, on pourrait faire ça aussi plutôt, mais alors c'est que nous qui le faisons. Là ça vient encore de se recompliquer parce qu'il y a aussi des Italiens qui viennent d'entrer dans la boucle, Leonardo, le groupe Leonardo qui apparemment fait partie désormais de l'entreprise. Alors je vais vous la poser simplement, cette question extrêmement compliquée. Comment est-ce que vous voyez l'avenir de ce MGCS à moyen terme ? On signe tout le temps on dit qu'on a passé des étapes. En même temps, c'est toujours aussi extrêmement sceptique. Enfin, il y a aussi beaucoup de scepticisme de part et d'autre à chaque étape. Où est-ce qu'on en est et où est-ce qu'on va, à votre avis ? Alors, sur le MGCS, de manière tout à fait factuelle, hein, les déclarations officielles, moi je m'en tiens qu'aux déclarations officielles des uns et des autres, on parle de 2045 hein, pour une entrée en service. Et il y a même eu une présentation récemment en Angleterre, à la conférence IAV, des Allemands qui parlaient de 2050. Voilà. Bon. Donc, c'est un projet de long terme. Hein, voilà, on va dire ça comme ça. C'est un projet de long terme avec toutes les difficultés qu'un projet de long terme peut générer. Alors, j'en cite quelques-uns. Le premier, c'est comment conserver un besoin stable sur 20 ans. Ce qui n'est pas facile. Enfin, je veux dire, personne n'avait prévu les affres de la guerre en Ukraine, l'apparition des drones, etc., qui chamboulent complètement nos approches, en particulier en matière de survivabilité. Voilà, donc ça c'est le premier sujet, c'est comment conserver un besoin stable sur une période aussi longue. Le deuxième, c'est comment conserver un engagement budgétaire stable de tous les acteurs sur une période aussi longue. Voilà, avec les différents changements politiques que nos démocraties connaissent. Hein. Il y a des élections, il y a des gens qui changent, des patrons qui changent, etc. Ça, c'est un vrai souci. Ça, c'est quand même deux sujets qui sont importants, je pense, pour le MGCS. Et alors que ce soit un char ou un avion de chasse ou ce que vous voulez, le SCAF, je pense que c'est exactement la même chose. Hein. On a ce souci SCAF, de stabilité. Les Rafales, on a introduit pas mal de standards Rafale nouveaux récemment. Leclerc, on a dit, ça s'est arrêté en 2007 la production. Ils tiendront jusqu'en 2045 ou en 2050, les Leclerc ? Alors, là encore une fois, moi, je n'ai pas de souci avec les plateformes. Ce que je veux dire par là, c'est que si je prends alors, vous allez dire, je tire un peu le trait, je pousse le bouchon un peu loin, on va dire. Les B-52 auront 110 ans quand ils seront retirés du service. 110 ans. Le F-15, qui a volé en 1972, sera retiré du service vers 2075, d'après ce que dit l'US Air Force, puisqu'ils viennent de reprendre un lot de F-15EX. Donc vous pouvez avoir des plateformes centenaires. C'est pas un problème d'âge, c'est un problème de conception. Si la plateforme est saine, si elle permet d'introduire des évolutions et des améliorations de manière continue, j'allais dire sans trop broncher, il n'y a pas de problème de plateforme. Ce qu'il faut, c'est se concentrer sur le système d'armes. Il faut se concentrer sur les fonctions, ce qu'on appelle la DRI, c'est-à-dire détection, reconnaissance, identification. Donc il faut en permanence faire évoluer les viseurs, l'optique, etc. Les moyens de perception du champ de bataille. La connectivité. Bon, la connectivité, c'est complètement indépendant de la nature de la plateforme que vous avez. Vous pouvez brancher au système Scorpion un Sherman de la Deuxième Guerre mondiale, hein, c'est pas très compliqué. Hein. Voilà, vous mettez les boîtiers électroniques qu'il faut avec le poste radio contact et vous avez un Sherman scorpionisé. C'est pas très compliqué. Bon, donc c'est indépendant de la plateforme. Donc il y a un vrai souci, j'allais dire, il faut prendre soin de nos plateformes. Voilà. Mais la plateforme du Leclerc, elle est saine. La tourelle, elle est très optimisée, donc il n'y a pas de grand chamboulement à faire dessus. Donc il y a un chemin, moi je dis qu'aujourd'hui il y a un chemin technique et industriel pour faire tenir cette plateforme beaucoup plus longtemps qu'on peut l'imaginer. Et puis le MGCS, il y a aussi le sujet du prix. Le sujet du prix, parce que on voit aujourd'hui qu'il faut gérer cette contradiction entre sophistication juste nécessaire et massification. C'est-à-dire on ne va pas pouvoir acheter un MGCS qui coûte 3 fois le prix d'un Leclerc. Sinon, au lieu d'avoir 200 Leclerc, on va avoir 50 MGCS. Bon. Et donc, comme je l'ai écrit dans un article un jour, pour avoir un nombre aussi peu élevé de chars, autant ne pas en avoir du tout. Bon, c'était un peu brutal comme position, mais... Donc ça, c'est votre article de mai dernier dans l'Opinion. Donc, non, mais revenons là-dessus. Vous proposiez de dissoudre les régiments de Charles Leclerc, de dire,
les chars, ça va être pour les autres, et nous, il faut qu'on se concentre sur d'autres capacités. Alors, ce qui a déclenché une discussion, et ce qui était très notable, puisque quelqu'un qui a passé toute sa vie à bosser sur le char et le blindé qui propose de passer à autre chose pour ce qui est de la France, c'était un peu notable, quand même. Absolument. Alors, il y avait deux lectures à cet article, comme toujours. Il y avait la lecture au premier degré, alors effectivement, ça m'a valu un certain nombre de réflexions du style c'est un traître, voilà, bon, bref, passons. Et puis il y avait la deuxième lecture, qui était en fait la lecture, la seule lecture valable, qui était en fait que cet article était une démonstration par l'absurde. Voilà, c'était une démonstration par l'absurde. C'est-à-dire que j'essayais d'attirer l'attention de qui voulait bien lire l'article et de qui se sentait concerné, hein, tout le monde ne se sentait pas forcément concerné, qui était de dire nous devons prendre soin de nos chars. Ils sont en nombre insuffisant aujourd'hui, on en a tous clairement conscience, et il faut pouvoir les valoriser et les moderniser pour véritablement les rendre plus employables. Moi, il y a une douzaine d'années, j'avais commis un article qui s'appelait « Le char employable », enfin, ça s'appelait « Vers le char employable », où je prônais un certain nombre de choses, en particulier la réduction de la masse, sans compromis. La masse du char. La masse du char. Pas de la masse de char. Non, pas de la masse de char, de la masse du char, justement pour en avoir plus. Sans compromis sur la puissance de feu, parce qu'il est hors de question de faire des compromis sur la puissance de feu. Il n'y a rien de pire pour un tankiste que de voir une cible continuer à rouler alors que vous l'avez touchée. Voilà. Donc, pour un char, la règle d'or, c'est je touche, je tue. C'est pas compliqué. Bon. Donc, il n'y a pas de compromis sur la puissance de feu, donc sur la capacité à acquérir des cibles, etc., etc. Par contre, il peut y avoir d'autres approches de la survivabilité, avec plus de furtivité, avec plus de légèreté, ce qui permet au char d'avoir une meilleure mobilité. Et puis une meilleure capacité à acquérir les cibles de plus loin, etc., etc. Voilà. Donc je pense que c'était une définition que je donnais du char employable. En fait, le char employable, c'est quoi ? C'est le char qu'on n'hésite pas à sortir pour aller faire la guerre. Bon, ce qui est rigoureusement l'inverse aujourd'hui de ce qui se passe dans l'armée de terre. Ce qui est tout ce que n'a pas été le Leclerc, puisque le Leclerc, s'il y a bien un truc qui a caractérisé l'ensemble du parcours du Leclerc, c'est que c'est un char qui a toujours été... que les armées françaises ont toujours infiniment hésité à sortir. Ils l'ont sorti que 2 fois au Kosovo et au Liban, parce que c'était devenu un tel symbole que c'était inimaginable d'en perdre un, d'autant qu'on n'en avait pas beaucoup par ailleurs, et que du coup, voilà, on avait des chars Leclerc, vous l'avez dit, apparemment ils sont très bien dans les concours, mais on s'en est jamais servi. Alors on s'en est jamais servi de manière opérationnelle. Par contre, ceux qui les ont employés de manière opérationnelle et avec grande satisfaction et avec grand succès sont les Émirats au Yémen. Voilà. Les chars Leclerc se sont merveilleusement comportés au Yémen. L'armée émirati était ravie de la performance du char Leclerc, surtout à côté des piètres performances des M1 saoudiens, en particulier, des chars M1 saoudiens. Et c'est la raison pour laquelle les Émirats, je pense, j'ai pas plus d'informations que ça, mais veulent se lancer dans un programme de modernisation assez ambitieux de leur flotte de chars Leclerc, parce que ils trouvent que c'est une ressource précieuse. Voilà, c'est une ressource précieuse et qu'il faut en prendre soin. Je répète ce mantra, prendre soin de nos chars. Merci beaucoup Marc Chassillen. C'était un plaisir. Je vais donc signaler que vous sortez justement un livre sur le char Leclerc dans quelques semaines, quelques mois. Ce sera chez quel éditeur ? Alors, il devrait sortir au moment d'Eurosatory et il sort chez Sophia Édition. Voilà, 360 pages, 600 photos et dessins avec l'histoire du char Leclerc comme elle n'a jamais été racontée jusqu'à présent, parce que j'ai eu accès à des archives très intéressantes. Et puis à beaucoup de versions que personne n'a jamais vues et que j'ai sorties, qu'un certain nombre de mon réseau a bien voulu me donner pour enrichir ce livre avec plein d'inédits. Voilà. Merci beaucoup. C'était donc Le Collimateur, un podcast produit par Alexandre Jublin et distribué par Binge Audio. On vous rappelle que toutes les remarques et commentaires sont bienvenus par mail sur les réseaux sociaux du Rubicon, tout comme notes, appréciations, retours, critiques, commentaires sur les outils d'Apple Podcast ou de Spotify. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.